Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, on va parler de capsulite rétractile et de nerfs. En fait, on va lier ces deux thèmes. Mais avant ça, comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram. Je vous l'ai mis juste ici. Si vous êtes intéressé par les PDF que je présente, vous pouvez les avoir. Pour ça, il faut s'abonner à l'abonnement payant de la chaîne YouTube, m'envoyer un message sur Instagram et je vous mets dans le groupe WhatsApp. Et dès que, à partir du moment où vous êtes abonné, bah, vous recevrez à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, le PDF complet de la vidéo à partir du moment où vous êtes inscrit. Comme d'habitude, s'il y a un PDF un peu qui est sorti il y a quelques temps et qui vous intéresse vraiment, vous pouvez me le dire, je le remettrai. C'est aussi une forme juste de soutien pour mon travail. Voilà. Donc, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Et donc, aujourd'hui, on va parler de capsulite et de problèmes de nerfs et on va en fait, l'idée pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que récemment, j'ai eu au cabinet, des patients avec des capsules rétractiles, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. En général, il y a des ordonnances qui arrivent avec capsules rétractiles, mais ça en est pas forcément. Par exemple, voilà, les personnes qui viennent et en fait, vous testez les amplitudes et puis en fait, vous apercevez qu'en passif, les amplitudes sont complètes ou que, si c'est pas la phase de raideur et que c'est plutôt douloureux, bah, que c'est pas une capsulite. Bon voilà, un diagnostic, qui est plutôt erroné. Mais là récemment j'en ai eu 2 vraies capsulites pour le coup. J'ai vu une vidéo d'une personne sur internet, un anglophone, qui disait que la capsulite c'était un problème de nerf cervical. Donc voilà, ça a pas trop de sens, de dire ça, mais nous, du coup, entre les patients, qui quand ils ont des capsulites, on peut avoir des signes neurologiques qui sont associés. Bah, du coup, ça m'a donné envie de m'intéresser un petit peu sur le sujet. Et voilà, et en fait, et la personne qui parle de nerfs cervicaux qui déclenchent des capsulites et qu'il faut traiter le rachis cervical pour soigner la capsulite, vu que ça n'a pas de sens, je voulais juste, voilà, il peut y avoir potentiellement un lien entre les deux qu'on verra par après, relativement maigre, hein, à l'heure actuelle, mais juste pour un peu corriger un petit peu ça et dire qu'il peut y exister un lien, mais que c'est pas un problème, voilà, de rachis cervical et qu'il faut traiter le rachis cervical dans une capsulite rétractile. Voilà. Donc il y a énormément de diapos, il y en a 48, estimation du temps de la vidéo, je vais dire 2 heures pour pas me tromper, mais en tout cas pour pas sous-estimer, mais je pense que ça ira plus vite parce qu'il y a plein de petites diapos, ça voilà, ça va pas être non plus normalement ça devrait pas être trop long, mais pour pas me gourer aujourd'hui, je dis 2 heures, comme ça je serai forcément, au-dessus du temps estimé. On va faire un résumé mais en rapide, hein, de la capsulite rétractile pour ceux, qui, ont séché les cours, à l'IFMK de capsulite rétractile. Donc c'est un diagnostic clinique, donc ça c'est assez important, c'est clinique comme diagnostic, et qui se caractérise par une douleur au niveau de l'épaule, qui va progresser lentement vers une raideur de plus en plus marquée, qui va d'abord toucher la rotation externe et l'abduction et même à terme, hein, la rotation interne et la flexion. La perte de mobilité, elle est présente en actif et en passif. C'est ça qui est qui est important, hein, c'est qu'un patient qui ne bouge pas son bras en actif ou qui a du mal, a des pertes d'amplitude en actif, mais qu'en passif, vous arrivez à le bouger le bras dans tous les sens et dans toutes les amplitudes, bah voilà, il a pas une capsule rétractile. Il peut avoir autre chose. Voilà, des fois, après une rupture, par exemple de coiffe, on peut avoir une perte de mouvement en actif, mais si vous bougez le bras de la personne, ça va bouger et il y aura les amplitudes. Donc il faut que ce soit des pertes en actif et en passif. Ça survient chez les adultes d'âge moyen, allez, on va dire que là il y a pas l'âge, grosso modo c'est 40-60 ans, allez, on va dire 45 ans, 60 ans en général. Bon après bien que ça puisse arriver avant ou après. Mais bon, en général, c'est un chiffre que vous retrouverez souvent dans la littérature, 45-60 ans, plus souvent chez la femme, et elle est fortement associée à certains facteurs endocriniens. Vous le savez sûrement, mais voilà, le diabète, les troubles thyroïdiens, voilà, c'est vraiment les 2 choses, voilà, face à une personne entre 45 et 60 ans qui présente un diabète et ou des troubles, thyroïdiens, des douleurs d'épaule. Bon, normalement, la capsule, ça doit vous venir en tête. Hyperlipidémie, maladie cardiovasculaire, immobilisation ou traumatisme antérieur. On a une évolution qui suit. Alors après, soit vous avez. Enfin, c'est décrit en plusieurs stades, hein, ça va entre 2 et 4. Là, vu que j'ai pris cette revue qui vient de sortir, là, ils vous décrivent les 4.
Donc dans les 4 étapes, on va avoir la phase de pré-gel où on va avoir beaucoup de douleur avec, une synovite hyper, vasculaire. On va avoir la phase, de gel avec une douleur persistante plus une perte rapide de la mobilité. La phase gelée avec une douleur, qui va diminuer mais une raideur sévère. Donc la capsule elle sera fibrosée et une phase de décongélation où la récupération elle sera progressive. Donc en fait on va avoir au début beaucoup de douleur qui petit à petit va laisser place en fait à de la raideur tout simplement. La capsulite, c'est hautement invalidant, mais ça se résout dans la majorité des cas. Hem, donc ça, c'est voilà, il faut savoir et donc bah, vous voyez heu, la durée, de la capsulite, c'est très long. Bah, donc les patients, ils vont, galérer pendant longtemps. Donc on est voilà, faut avoir vraiment beaucoup d'empathie pour ces patients-là, hein, d'accord? Douleurs d'épaule, invalidant quand, voilà, entre les douleurs et après la raideur, c'est très long à récupérer, ça peut avoir un impact, social important, sur la psychologie donc voilà, beaucoup d'empathie pendant les rééducations pour les personnes qui ont, des capsulites rétractiles. Voilà, faut leur faire comprendre que effectivement ça va bien récupérer, mais il faut avoir conscience que ça va être, difficile pour eux et les accompagner au mieux dans ce périple de 1 an et demi à 2 ans. Ensuite, on va faire les diagnostics, différentiels en rapide, pourquoi? Parce que c'est comme ça que j'ai décidé donc on va voir ça. En fait, c'est juste que quand vous avez un patient qui vient avec de la raideur, je veux juste pas que vu qu'on a parlé de raideur là, vous vous disiez: «Ah oui, mais si c'est raide, c'est une capsulite». Donc voilà, effectivement, alors en général, il va y avoir 2 types de contextes. On va avoir, les cas où il y a pas, de contexte traumatique. Et donc dans ce cas, s'il y a pas de contexte traumatique, en fait, vous allez, vous dire soit, potentiellement c'est une capsule, soit ça n'en est pas et donc le diagnostic, il est clinique, hein, il y a pas forcément besoin de passer d'examen, mais par exemple, les examens, ça peut être intéressant pour exclure certaines choses. Normalement, enfin, notamment, je veux dire, par exemple, l'arthrose gléno-humérale qui, alors là, en général, ça sera peut-être chez des patients un peu plus âgés, mais à différencier en fait entre les 2 parce que vous allez vous retrouver pareil avec une raideur, sauf que la raideur elle sera expliquée cette fois-ci par, la radio qui sera anormale. Si la radio elle est normale, et ben, on peut se retrouver justement avec une capsulite rétractile. Et dans le cas d'un, traumatisme, on peut avoir en fait des, luxations. Alors bon, antérieures normalement ça se verra, mais parfois on peut avoir, des luxations postérieures qui en fait qui restent l'épaule elle reste bloquée, après cette luxation postérieure et ça peut être raté sur certaines, radios en fonction de comment elle est faite. Hem, donc notamment les vues, antéro-postérieures, et même d'autres vues qui, en fait, ça se verra pas et en fait vous allez avoir des gens qui vont être bloqués en rotation interne. Vous allez vouloir tester, notamment la rotation externe, vous allez dire: «Ah bah, c'est bloqué à rotation externe, c'est une capsulite». La radio est normale, sur le compte rendu, il y a rien de noté, mais en fait, c'est juste que c'est passé, inaperçu. Voilà et donc en général, il y a un contexte traumatique, mais en fait, ce qu'on peut retrouver souvent, c'est par exemple des personnes qui font qui font des crises d'épilepsie ou des choses comme ça et avec il peut y avoir en fait des fortes contractions musculaires qui viennent, faire cette luxation et en fait, on n'a pas forcément le patient va pas forcément rapporter de lui-même, en fait, un contexte, traumatique. Voilà, donc c'est juste que ça peut pas en fait, cette luxation postérieure, elle peut passer inaperçue, et il faut y penser. Et après dans la littérature, vous verrez aussi donc là, dans le contexte traumatique, vous avez les accidents de la route et les chocs électriques, c'est ce qui est traduit c'est ce qui est rapporté en général et en gros, la crise d'épilepsie, si la personne, en fait, ça peut être une crise, par exemple nocturne, hein, le patient, il fait une crise, épileptique pendant la nuit, il s'en rend pas compte, c'est sa première ou quoi, il se réveille avec une épaule raide et en fait, c'était une luxation, postérieure, voilà. Donc en gros le plus important à distinguer, c'est celui-là, mais il faut pas oublier que dans certains cas, on peut avoir, c'est une «fausse raideur» entre guillemets, parce qu'en c'est juste que la tête humérale, elle est plus là où elle devrait être, quoi. Voilà. Alors que là, bon voilà, c'est que là, il y a eu un l'articulation, elle est luxée, donc voilà, c'est normal qu'il y ait une perte d'amplitude. Ensuite, on va parler donc vu qu'on là, on est en train de faire donc là, on a fait les petits rappels, vraiment rapides, voilà, pour grosso modo être capable d'identifier ou se représenter ce que c'est une capsule rétractile.
Là, on va parler un petit peu de la douleur neuropathique dans la capsule rétractile et on va petit à petit regarder les composantes nerveuses qu'on peut retrouver dans la capsule rétractile. Prévalence neuropathique globale dans les pathologies d'épaule, c'est 7,6% la douleur neuropathique, donc il y en a quand même. Et là, ce qu'il faut se dire, c'est que faut l'évaluer. Pourquoi? Parce que la douleur neuropathique, elle va avoir un fort impact en général, voilà, sur la qualité de vie des patients. Donc il faut l'identifier. On a plein d'outils pour identifier la douleur neuropathique, mais voilà, il faut l'identifier. Voilà, comme je dis, ça peut avoir un très très gros impact sur la qualité de vie des patients. Et donc la prévalence neuropathique globale dans les pathologies d'épaule, c'est 7,6%. Et dans cette étude-là, quand on a regardé l'épaule gelée, on montait à 33,3%. Donc ce qui est quand même bien supérieur. Et donc, il faut se dire que les patients, bah, avec des capsules rétractiles, il peut y avoir une composante de douleur neuropathique. Et les patients qui ont une composante neuropathique, en général, ils ont plus de douleur, plus de détresse émotionnelle et des scores plus élevés de dépression. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve de manière générale quand les patients ont de la douleur neuropathique, hein. La douleur neuropathique, c'est quand même c'est quelque chose d'assez particulier et ça cause toutes ces choses là. Et encore là, on s'est limité. Mais voilà, si vraiment, ça impacte vraiment le quotidien des patients. Donc dans la prise en charge de la douleur neuropathique, il est indispensable d'intégrer l'état psychologique du patient. Voilà, en fait, il va y avoir, c'est marqué là, un détresse émotionnelle, des scores plus élevés de dépression, et donc il faut prendre ça en compte dans la rééducation. Voilà, on n'est pas juste là pour dire aux patients, levez le bras, faites des petits étirements tout au long de la journée, ça ira mieux, vous allez voir, de toute façon, c'est pas grave la capsulite, à la fin, vous allez récupérer 95% ou 100% de votre mobilité, donc il n'y a pas de souci, faites vos exercices et tout ira bien. Voilà. Non, il y a un contexte à côté, même en plus de ça, si la personne elle est dans une dépression ou dans une détresse émotionnelle, peut-être qu'elle fera pas ses exercices, peut-être qu'elle récupérera moins bien, donc voilà. À prendre en compte, vous rééduquez pas une capsule rétractile, vous rééduquer un individu qui a une capsulite rétractile. Et donc voilà, la partie capsulite rétractile, c'est très facile à prendre en charge. Ce qui est plus compliqué à prendre en charge, c'est l'individu qui a cette capsulite rétractile. Donc voilà, on a de la douleur neuropathique. Ici, la douleur neuropathique, elle apparaît chez environ 20% des patients. Mais là, du coup, c'est un échantillon un petit peu plus particulier. C'était chez les douleurs d'épaule chroniques avec plus de 3 mois d'évolution et plusieurs critères d'exclusion. Alors, c'est pas forcément en rapport avec la capsule rétractile, mais je voulais vous le mettre parce qu'en gros, voilà, dès qu'on a une douleur d'épaule chronique avec plus de 3 mois d'évolution et qu'il n'y a pas de diabète, pas de cervicalgie, pas de neuropathie, pas de chirurgie récente, voilà, on a quand même de la douleur neuropathique. Et donc, il faut se dire, voilà, quand la douleur d'épaule elle traîne et qu'elle devient chronique, la probabilité d'une composante neuropathique, elle va augmenter, ce qui peut parfois orienter la prise en charge. On a des médicaments contre la douleur neuropathique et des choses comme ça. En fait, là, on est à 20%. Quand on avait vu tout à l'heure, quand on prend un peu tout le monde, on était à 7,6. Voilà, donc dans un échantillon un petit peu plus réduit, avec avec ce type de population-là, voilà, la proportion de douleur neuropathique, elle augmente. Alors, instant promotion, comme d'habitude aussi, hein, il faut bien que je fasse ma publicité. Donc ça, c'est ma formation, ouais, voilà, on va dire ma formation sur les lombalgies et les drapeaux rouges, où le but, en fait, c'est d'être capable, quand un patient arrive au cabinet avec une lombalgie, être capable de déterminer en fait le niveau de vigilance qu'on va avoir par rapport à sa lombalgie et de prendre des décisions. Est-ce que je prends le patient et je suis vraiment tranquille avec lui? Est-ce que je prends mais je surveille? Est-ce que je le renvoie chez le médecin? Est-ce que je le renvoie aux urgences? Voilà. Donc vous avez le lien en description, vous avez le programme ici. De toute manière, dans le lien en description, vous avez tout le programme, en fait, tous les modules avec toutes les vidéos, donc avec les titres, donc ça vous donne une idée de ce qu'il y a. Là, c'est la vision globale. Voilà, on a 4 modules. Avec des fois on déborde un petit peu, par exemple les thromboembolies veineuses, c'est pas forcément un diagnostic différentiel de la lombalgie avec douleur irradiante, mais voilà, vu qu'on voit la OMI qui est artérielle, on regarde un petit peu ce qu'il y a, ce qui peut se passer au niveau veineux dans les jambes des patients. Bon, voilà, et en fait, le but, c'est voilà, d'avoir une capacité à faire un bon bilan et à prendre des décisions à partir de ce bilan-là. À côté de ça, donc ça c'est la formation qui n'est pas encore sortie, on va faire la même chose, mais cette fois-ci au niveau cervicalgie.
Donc il y a un peu plus, voilà, le programme est un peu plus long. À l'heure actuelle, j'ai fini les 2 premiers modules, donc il me reste ces 3 derniers modules à faire et comme je le dis à chaque fois, pour toutes les personnes qui m'auront fait confiance en se procurant la partie sur la lombalgie, bah, si vous achetez la partie lombalgie avant la sortie sur les cervicalgies, bah, vous aurez, du coup un je vous donnerai un code promo pour avoir un prix avantageux, même très avantageux sur cette partie-là. Voilà. Et parce que le but, c'est pas de vous vendre, le plus de choses, c'est de vous vendre avec le plus de, enfin, en toute connaissance de cause, on va dire. Bah, j'ai fait une vidéo d'une heure où j'explique pour qui, pourquoi, comment j'ai fait cette formation, voilà, tout ça, une heure sur juste, la formation comme ça, si vous vous la procurez, bah, vous êtes, vous pouvez, voilà, vous pouvez le faire vraiment en toute connaissance de cause. Et donc là, on a fini avec ce premier instant promotion, ou le deuxième même si on compte l'introduction. Et donc on va repartir avec un rapport de cas assez intéressant sur, là on va voir en fait c'est l'histoire, d'une patiente qui a une capsulite rétractile avec, une mécanosensibilité nerveuse et on va voir en fait comment cette mécanosensibilité nerveuse, elle a été traitée chez cette patiente. Et donc et à partir de ça, bah, en fait, c'est intéressant. Franchement, la prise en charge, je la trouve, relativement cool. On la lit ensemble, puis au fur et à mesure, on débriefe et comme ça nous fait réfléchir. Est-ce que nous, on aurait fait comme ça? Est-ce que nous, on n'aurait pas fait comme ça? Voilà, est-ce qu'il y a des choses à mieux faire, à pas faire? Voilà. Donc ça voilà, donc en gros ici, enfin dans l'étude en fait si vous la lisez au début, ça revient sur, les récentes recommandations. Alors récentes, ça date de 2013, hein, donc récent, bon voilà. Clinique inclut l'évaluation de la colonne cervicale et des tests neurodynamiques chez des patients présentant une capsule rétractile. Si les symptômes du patient sont reproduits lors de ces évaluations, les composantes neurales doivent être prises en compte. Alors, c'est pas tout à fait dit comme ça, en tout cas je n'ai pas trouvé la phrase qui dit ça vraiment précisément, mais en gros ce qu'on nous dit c'est qu'il y a des diagnostics différentiels à écarter. Voilà, donc la cervicalgie, une origine, discale, voilà, pourquoi pas une névralgie cervico-brachiale, une atteinte des nerfs au niveau du membre, enfin du membre supérieur, notamment le nerf suprascapulaire. Alors, il y a aussi l'arthrose cervicale, la radiculopathie, et effectivement, bah, c'est pas incohérent de venir tester ça aussi. Voilà. On suspecte une capsulite rétractile, mais ça n'empêche pas de voir ce qui se passe un petit peu plus haut. Voilà, il n'y a pas de. Même si. Bah en fait, ça va juste apporter des informations sur est-ce qu'on a qu'une capsule rétractile, parce qu'on peut avoir une personne qui a une radiculopathie cervicale et une capsule rétractile, hein, par exemple. Donc, voilà. Et ça, il y a peut-être, et s'il a de la douleur radiculaire ou des choses comme ça, on peut se retrouver dans des cas de douleur neuropathique, mais peut-être que c'est de la douleur neuropathique qui n'est pas liée à la capsulite. Et donc, du coup, ça peut valoir le coup de faire cet examen du rachis cervical. Et donc on nous dit que les interventions habituellement proposées dans la capsulite rétractile, bah, c'est les mobilisations agressives de la tête humérale, des étirements en élévation du bras qui allongent les structures nerveuses sensibles. Effectivement, le but c'est de redonner de la mobilité à l'épaule. On va tirer un petit peu sur toutes les structures, la capsule, tout ça. Mais effectivement, bon bah y a pas que la capsule au niveau de l'épaule, il y a des muscles très bien, il y a des tendons très bien, il y a des ligaments très bien, mais il y a aussi, bah, pourquoi pas déjà des artères, mais il y a aussi des nerfs. Et contribuant donc potentiellement à une irritation et une protection musculaire accrue. Et dans ces situations, l'irritation nerveuse doit être traitée pour optimiser la prise en charge de la capsulite adhésive. En gros, on va finir ça et après je donnerai mon avis. L'objectif de ce rapport de cas, c'est de présenter des stratégies diagnostiques et thérapeutiques utilisées chez une patiente adressée pour une capsulite rétractile. Bon, adhésive, c'est pareil, c'est la traduction qui est pas ouf, mais présentant également des signes et symptômes compatibles avec une irritation nerveuse. Bien que le patient ait montré une mobilité glénomérale réduite, la sensibilité neurale nécessitait d'abord une prise en charge spécifique afin de réduire l'irritation nerveuse avant d'aborder la mobilité de l'articulation. Alors on verra que c'est un cas particulier parce qu'il lui est arrivé des petites choses à cette patiente, mais effectivement c'est pas déconnant. On a le patient ou la patiente qui vient, il y a une capsulite rétractile,
Bah, on se rend compte que quand on essaie d'étirer, je sais pas, il y a des choses qui se passent, des paresthésies. Voilà, la personne elle dit: «Ouais, ça j'ai des fourmis, j'ai des engourdissements», voilà, il y a des petites choses comme ça qui apparaissent. Bah, peut-être qu'il peut y avoir derrière une mécanosensibilité et peut-être que la bonne idée là, c'est pas forcément de tirer comme un bourrin dessus, c'est peut-être de passer par une étape où on va essayer de désensibiliser un petit peu les nerfs pour derrière pouvoir tirer sans les refaire flamber. Ça me semble plutôt cohérent de réfléchir comme ça. Donc la patiente, c'est une femme de 47 ans, capsule rétractile à l'épaule gauche, sa plainte principale, douleur constante à l'épaule gauche avec une diminution de la mobilité et de la fonction du bras. Les symptômes étaient localisés dans la région du deltoïde et s'intensifiaient lors de tout mouvement du bras. L'élévation active du bras provoquait une irradiation douloureuse vers la face latérale et postérieure du coude, sans suivre un dermatome ou un territoire nerveux précis. Elle décrivait également une faiblesse de la main avec une gêne et des picotements dans la paume, aggravés par les mouvements du bras ou certaines positions. Ces symptômes duraient 10 à 15 minutes, une douleur sourde intermittente était également présente au niveau cervical et trapézien gauche. Donc là, bon, il y a beaucoup d'infos. Donc on voit qu'il y a des sensibilités nerveuses avec les picotements par exemple dans la paume qui peuvent être aggravés par les mouvements du bras. Alors après ici je vous ai mis en fait en gros ils ont regardé un petit peu la localisation des douleurs chez les gens qui ont des capsulites rétractiles. Et en fait, ce dont on se rend compte, alors c'est chez les femmes et chez les hommes, et voilà, ce dont on se rend compte, c'est que la douleur, elle n'est pas forcément que au niveau de l'épaule, du côté où il y a la capsule. Voilà, il peut y avoir des douleurs qui descendent, ça peut même aller chercher un petit peu de l'autre côté. Voilà, donc voilà, faut pas se forcer. Donc c'est normal si un patient qui a une capsulite vous décrit des douleurs qui voyagent un petit peu. Et donc en général, c'est un peu plus étendu chez les femmes que chez les hommes. Et là, l'explication, ce serait des phénomènes physiologiques comme la sensibilisation centrale qui expliquerait cette diffusion des douleurs. Voilà. Mais c'est juste en gros pour dire, voilà, faut pas s'attendre. Votre patient, il peut avoir des douleurs à l'épaule, mais ils peuvent aussi avoir des douleurs sur l'autre épaule, d'accord? Pas forcément qu'il fait une deuxième capsulite. Il y a des douleurs dans le bras, mais c'est pas pour autant que il y a forcément de la douleur radiculaire avec une radiculopathie d'origine cervicale. Voilà, c'est juste, c'est normal que le patient il y ait de la douleur un petit peu partout. Il faut pas être étonné que la douleur elle soit pas juste localisée au niveau de l'épaule. Donc bon, ça va plus vite que prévu. On est déjà à un quart des diapos. Donc bon, on va continuer avec notre patiente. Donc, apparition des symptômes. Les symptômes, ils ont débuté un mois avant la première séance. Il n'y avait pas de traumatisme, ça s'est aggravé progressivement. Une chose qu'on peut noter qui est intéressante, c'est qu'elle a... en fait, elle s'est pris un coup de jus peu de temps avant la capsulite. Voilà. Donc la patiente mentionnait toutefois un épisode survenu à la même période, en bricolant, son bras gauche reposait sur un évier métallique, elle a allumé un broyeur non relié à la terre et elle a pris une décharge électrique avec des engourdissements et des picotements. Voilà. Elle notait donc une perte progressive d'amplitude à l'épaule, surtout pour les gestes de la vie quotidienne. Le médecin traitant a diagnostiqué une capsule rétractile sans examen complémentaire. Donc comme on a vu, hein, c'est un diagnostic clinique, donc normal. Il y a eu des traitements prescrits, voilà, donc pour mobiliser l'épaule en gros. Activité habituelle, donc travail dans un service informatique. Et les principales difficultés concernaient les tâches domestiques, l'hygiène personnelle et l'habillage et les loisirs. Donc des difficultés dans les activités de la vie quotidienne qu'on retrouve régulièrement dans les capsulites, finalement. Après, c'est l'examen. Donc en gros, à l'examen neurologique, on a une diminution de la sensibilité au toucher léger dans les régions suivantes du membre supérieur gauche, donc région distale du deltoïde latéral, plus au niveau de la paume, s'étendant vers le pouce et l'index, plus bord radial du dos de la main, plus face médiale du coude. Donc oui, il y a différents endroits où on a en réalité donc une altération de la sensibilité au toucher. Ces altérations sensitives ne suivaient pas un dermatome ou un territoire nerveux précis. Quand on regarde les réflexes, ils étaient symétriques et normaux. La percussion le long du trajet des nerfs périphériques du côté atteint ne reproduisait aucun symptôme.
La force musculaire globale était symétrique et indolore au test manuel, à l'exception d'une faiblesse du côté gauche, notée pour l'abduction de l'épaule 4 sur 5, le triceps 4- sur 5 et le biceps 4- sur 5. Alors là, la question, c'est que c'était indolore, donc voilà, comment ils ont l'adduction, ça peut être justement un mouvement qui est douloureux, à voir comment ils l'ont testé. Hem, Après dans un cadre dans des cas où il y a beaucoup de douleur, c'est vrai que tester la force parfois, ça peut être un petit peu compliqué. Donc c'est vrai qu'il faudrait vraiment un maximum d'infos pour voir si vraiment ça pourrait correspondre à, une perte de fonction au niveau de nerfs ou si c'est vraiment la douleur qui va jouer sur ça. Mais on a quand même une diminution de la sensibilité, au toucher, voilà, qui fait penser à une perte de fonction au niveau d'un nerf. Mais on reviendra dessus, juste après. Les amplitudes activées passives de l'épaule gauche étaient réduites, toujours cohérent avec une capsulite. Bilan cervical montrait une amplitude complète. Donc en gros, c'est pour exclure une origine cervicale. Bon, c'est peut-être un peu juste de faire ça, mais c'est complété quand même par un bilan assez complet au-dessus, donc ça va. Inclinaison droite provoquait une sensation de tiraillement dans le trapèze supérieur gauche. Et ça, c'est intéressant. Inclinaison droite, ça tire dans le trapèze gauche. Et l'inclinaison gauche et l'extension provoquaient une gêne cervicale gauche locale, donc c'était pas confortable d'aller dans un sens ou dans un autre. Et donc retenez un petit peu ça pour après. Pas de test du drop arm test négatif, donc en gros, donc là c'est pour vérifier s'il n'y a pas une atteinte de coiffe. Douleur locale reproduite à la palpation de l'articulation acromioclaviculaire gauche, du corps musculaire des rotateurs externes et de la face postérieure de l'articulation gléno-humérale. Alors là, la palpation comme ça, je sais pas trop à quoi, qu'elle soit positive ou négative, je sais pas trop si c'est vraiment, ça donne des informations sur un diagnostic plutôt qu'un autre. Des glissements gléno-huméraux diminués dans toutes les directions par rapport au côté opposé et limité par une contraction réflexe musculaire. Pareil, on va retenir ça. Je vous dis à chaque fois, on va retenir des trucs, faut vous reteniez plein de trucs. Mais vous inquiétez pas, ça sera clair et normalement, si j'oublie pas, moi aussi il faut que je me rappelle, je ferai les liens. Et lors d'un glissement inférieur de la gléno-humérale, effectué avec le bras légèrement en abduction et rotation externe, la patiente décrivait une sensation de lourdeur dans tout le membre supérieur gauche, accompagnée de symptômes de l'épaule, du coude et de la main, déjà mentionnés dans la section caractéristique du patient. Et donc là, on va revenir juste sur une chose, c'est sur ça. En fait, vous voyez qu'on a une perte de sensibilité. Les réflexes sont ok et la force, elle peut être diminuée un petit peu. On a vu la force, de toute façon, dès que vous avez un contexte très douloureux, en testing manuel, la force, ça peut être biaisé. Ça peut être biaisé. Voilà. Ensuite, la sensibilité, vous dites, peut-être que vous vous dites, oui, bah, ça fait penser peut-être à une origine cervicale, où il y a un problème avec un nerf quelque part, il y a moins de sensibilité, tout ça. Euh, alors après, là, on voit que, bon, bord radial du dos de la main, face médiale du coude, de la paume, voilà, deltoïde latéral, bon, c'est des pertes qui sont non dermatomales. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la douleur chronique, on peut avoir jusqu'à 50% des patients qui présentent des pertes sensorielles non dermatomiques. Non dermatomiques, pas dermatologiques. Non dermatomiques. Elles ne correspondent pas à une atteinte nerveuse, mais en fait, c'est un traitement central altéré de l'information somatosensorielle, et c'est associé, alors j'ai très réduit, hein, mais vous pourrez aller lire ça. En gros, on va dire c'est associé à des mécanismes au niveau central, donc notamment de la sensibilisation centrale, et au contexte psychosocial, voilà, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Et en fait, tout ça, ça fait qu'on peut avoir des altérations de la sensibilité qui sont mises en évidence par différents tests, notamment le QST, donc qui est quand même un très bon test pour tester la sensibilité, et on peut avoir des diminutions au QST, mais en fait, vous allez voir, enfin vous allez voir. En fait, les pertes, elles sont bizarres. En fait, elles sont pas cohérentes anatomiquement. Parfois, elles peuvent être très importantes, ça peut aller jusqu'à l'anesthésie. Parfois, elles sont au contraire très légères. Et si vous retestez, bah, en fait, les zones, elles peuvent s'étendre, s'amincir. Enfin, en fait, ça correspond un peu à rien d'un point de vue. Oui, je sais bien que on peut pas se fier au dermatome. Je sais bien qu'on peut pas se fier au myotome. Ça, je sais bien. Mais en fait, là, vous allez vous retrouver avec des cartes, des atteintes. Si vous dessinez sur une charte graphique,
là où vous avez les pertes, ça va être n'importe quoi, d'accord? Et surtout que si vous refaites la carte quelques temps après, la carte elle va avoir changé, ok? Donc, donc ça c'est important de le savoir. Donc si vous faites par exemple un examen de la fonction neurologique chez une personne qui a de la douleur chronique, avec une fibromyalgie, une polyarthrite rhumatoïde ou des choses comme ça, bah faut s'attendre à ce qu'il y ait des trucs un petit peu bizarres qui puissent ressortir. Et si ça ressemble pas à de la radiculopathie, bah c'est peut-être pas de la radiculopathie. Et si vous voulez faire un bilan sérieux de la radiculopathie en 2025, vous avez cette vidéo juste là. Donc là, on va faire des petits rappels avant de passer à la suite sur le diagnostic que j'aurais dû faire avant parce que bah, en fait on a vu le diag avant, donc c'était peut-être plus cohérent de le faire avant, mais c'est pas grave. Petit chicorée pour se donner de la force. Donc, l'anamnèse, la localisation des douleurs, bon en fait bah, vous le savez, douleurs généralisées, mais grosso modo ça va être antérieur, latéral, même postérieur de l'épaule. De toute façon, vous vous rappelez les patterns. Tac, on les a vus là, en général, voilà, c'est plutôt devant et sur le côté, mais ça peut faire mal aussi un petit peu derrière, hein. Ça peut descendre et tout ça, c'est pas que l'épaule. Mode d'apparition, en général, ça va être progressif sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Antécédents médicaux, donc après, ça peut être primaire ou secondaire, après traumatisme, chirurgie, après un AVC aussi, ou d'autres types de périodes prolongées. Limitation fonctionnelle rapportée par le patient, bon, bah, le bras il est bloqué, ok, en gros, bah, ça bouge moins, voilà, il y a moins d'espace, ça bouge moins. Donc tout ce qui va être lever le bras et notamment abduction, rotation externe, ça va être compliqué. Description de la limitation, donc c'est limité dans les mouvements, mais ça vous le savez, je ne veux pas vous apprendre la capsulite non plus. Et objectif de l'anamnèse, en gros le but c'est de savoir est-ce que mon patient quand il vient, il a une capsulite ou autre chose, hein. C'est pas forcément le premier diagnostic qui vous vient en tête, même si dans l'anamnèse, en fonction de ce que le patient il vous dit, voilà, s'il vous dit j'arrive plus à bouger mon épaule, je suis diabétique avec des troubles thyroïdiens, bon, et qu'il a 50 ans, et en plus que c'est une femme, voilà, bon voilà, ça augmente les facteurs de risque, les probabilités. Mais bon, voilà, faut différencier d'autres choses. Et voilà, effectivement, un patient peut-être plus vieux, on faudra peut-être passer par des rayons, des radios pour être sûr qu'il n'y ait pas une arthrose ou quelque chose comme ça, et que ce soit pas une raideur due à de l'arthrose, par exemple. À l'examen physique, bon, en général, tout ira, tout sera normal, sauf s'il vient y avoir un traumatisme. Il peut y avoir une douleur sévère, voilà, après ça va dépendre de où on en est. Amplitude, donc c'est active et passive, c'est toutes les deux qui vont y avoir de la douleur et surtout de la limitation, voilà. Et donc un patient qui peut pas bouger en actif, mais en passif, vous prenez son bras et vous lui mettez derrière la tête, il n'a pas une capsule rétractile normalement. Progression dans le temps, donc la rotation externe qui est limitée en premier, puis après on arrive à une épaule qui est globalement bloquée, quoi. Caractéristiques clés du diagnostic, donc limitation passive, voilà, ça c'est vraiment important, avec une sensation de fin d'amplitude ferme, et sans déformation de l'articulation, voilà. Palpation, bon ça va être douloureux. En général, l'examen neurologique et vasculaire, il sera normal. Alors le vasculaire, effectivement, le neurologique, ça va dépendre d'où vous en êtes. Et effectivement, on a vu que, bah, en fait, c'est pas toujours normal, hein. Il peut y avoir une radiculopathie concomitante. On verra après d'ailleurs dans la vidéo. Et il peut y avoir, au bout d'un moment, des phénomènes qui se mettent en place et on se retrouve avec un bilan neurologique bizarre parce que il y a des choses qui se passent au niveau du cerveau et tout ça. Test orthopédique, bon, il n'y a pas de test spécifique. Voilà, c'est plutôt voilà, l'anamnèse et l'étude des mouvements et surtout l'exclusion d'autres diagnostics qui vont nous faire dire ah, c'est une capsulite. De toute façon, nous on pose pas de diagnostic, on est kiné. Donc en plus on peut se tromper, bon voilà. Par contre le jour où il faudra plus se tromper, quand on aura l'accès direct, il faudra plus se tromper. Et bah voilà pour l'examen physique, c'est pas compris. C'est pas compris, c'est pas compliqué. Ensuite, bah, dernière pub de la vidéo. Donc je rappelle pour tout ce qui est en ligne. Donc je propose des accompagnements pour gérer les douleurs. Chez tout le monde, mais en général sportif, et en général chez les sportifs plutôt les gens qui font de la musculation, mais tout type de personnes, d'accord? C'est pas de la kiné, c'est un accompagnement pour essayer, voilà, dans un but d'adapter certaines choses, pour essayer de diminuer les douleurs et de reprendre au mieux le sport, notamment la musculation. Et je vais reprendre, alors j'avais fait ça il y a longtemps, peut-être il y a
il y a 2 ans au moins, pendant quelques temps je l'avais fait, j'avais arrêté parce que ça me prenait du temps. Mais en gros, je propose aussi des entretiens avec des kinés ou des étudiants kinés. En gros, donc vous me contactez sur Instagram ou sur cette adresse mail ici. Et en gros, on réserve un créneau ensemble. Alors avant, je faisais des créneaux d'une heure. Maintenant, je vais faire des créneaux d'une heure et demie. Le prix sera le même, je vais pas augmenter le prix, mais une heure et demie parce qu'en fait ça me laisse un peu plus de temps. Donc en gros comment ça marche? En fait vous me contactez, on prend un rendez-vous ensemble pour parler en fait de votre pratique, si vous voulez parler qu'on parle de cas cliniques, de choses en rapport avec la kinésithérapie ou les études de kinésithérapie, peu importe. Le but c'est d'améliorer votre pratique au mieux. Et donc en fait vous me contactez et vous me dites à l'avance les thèmes que vous voulez aborder parce qu'effectivement si vous voulez avoir des informations ou un retour sur votre pratique de la kiné respiratoire, par exemple, je n'en fais pas, donc je ne vais pas vous donner de retour dessus, ça n'a aucun sens. C'est plutôt vous qui aurez des choses à m'apprendre sur le sujet. Donc, mais voilà, dans le champ, on va dire des troubles musculo-squelettiques ou neuromusculo-squelettiques, on peut discuter. Donc en gros, comment ça se passe? Vous me contactez avec les thèmes que vous voulez aborder. On cale un rendez-vous, en général, dans les 1 semaine, 10 jours, après, en fonction de vos disponibilités. Un créneau d'une heure et demie. Et moi, comme ça me laisse le temps, en amont, de préparer un peu les choses. Alors après, c'est... voilà, c'est une discussion, ça suit son cours, mais je prépare quand même un petit PDF que je vous envoie une fois qu'on a fini, et comme ça, bah, vous avez une trace de ce qu'on a fait. Et du coup, voilà, ça peut permettre un petit rappel pour plus tard ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça dure une heure et demie, ce sera le même prix qu'avant. Et voilà, donc si vous êtes kiné ou étudiant, on peut s'organiser des petits appels comme ça. Le but, c'est vraiment un moment de partage, d'échange, et c'est de vous faire progresser du mieux possible, voilà, en vous transmettant au maximum, un maximum d'informations sur les sujets que vous m'aurez demandé, en espérant pouvoir vous aider au mieux. Et donc on va retourner sur notre cas clinique avec cette patiente qui a des signes qui sont compatibles avec une capsulite rétractile et qui présente des symptômes cervicaux locaux, douleurs, raideurs. Bon, c'est normal d'avoir un peu mal au cou quand on a une capsulite rétractile. On a vu les patterns, je vous les remontre. Alors là je vais dans le mauvais sens, j'ai tout spoilé. Voilà, ça remonte un peu sur la zone cervicale quand même, hein. D'accord? Et retenez bien ça. Vous voyez? Ça remonte à l'avant du cou, ok, et à l'arrière. On retient ça, hop, on revient ici. La patiente semblait présenter une irritation nerveuse, comme en témoignait la reproduction des symptômes lors de l'épaule, enfin dans des symptômes d'épaule lors des tests neurodynamiques, et ça s'aggravait avec l'élévation ou l'abduction du bras, donc lorsque le membre en fait était passé dans des positions où le tissu nerveux il était mis en tension, donc en général l'abduction, rotation externe, et les symptômes y diminuaient lorsque on était hors de ces positions. D'accord? Donc, quand on faisait les ULNT, la douleur d'épaule était reproduite à l'extension du coude, mais soulagée par la flexion du poignet et l'inclinaison cervicale homolatérale. Et ça, c'est intéressant, là, le poignet ici, très intéressant. ULNT2, la douleur d'épaule apparaissait avec l'abduction de l'épaule, mais diminuait avec l'extension du poignet ou dans les positions réduisant la tension sur le nerf radial. Donc vous vous rappelez, le nerf médian, on le met en tension avec de l'extension et au niveau du poignet, et le nerf radial avec de la flexion. Donc forcément, l'inverse soulage normalement si la douleur provient de la mise en tension du tissu neural. La source exacte de l'irritation nerveuse demeurait incertaine, mais pouvait inclure, pourquoi pas, la colonne cervicale ou autre chose. Lorsque la patiente adoptait des positions similaires, donc au test du LNT, on avait des symptômes qui pouvaient être provoqués, et ça l'amenait à se protéger. Ce mécanisme de protection aurait pu contribuer à la diminution du mouvement de l'épaule et secondairement à une réduction de la mobilité capsulaire. Donc là on rentre là, on rentre dans de l'histoire, hein, dans le sens où là, on raconte une histoire, après à voir si elle est plausible, hein. Est-ce que c'est ça l'histoire? Je sais pas, hein. Un mécanisme de protection, moins de mouvement de l'épaule, donc on rentrerait dans une immobilisation, et du coup une réduction de la mobilité capsulaire, donc en sous-entendu ça déclencherait la capsulite rétractile. Bon, voilà, là après c'est comme vous voulez, hein. Est-ce que vous voulez croire à cette version-là ou pas? En gros, on a la patiente, elle s'électrocute, mécanosensibilité, elle bouge moins, immobilisation, on a vu que c'est un facteur de risque de capsulite rétractile et capsulite rétractile dans la foulée. Ça se tient, mais là, le lien de causalité, je veux dire, on peut se raconter cette histoire, hein. Voilà,
On peut se la raconter. On peut se la raconter. Moi, j'ai du mal à me dire. Elle est belle l'histoire. Elle est belle. Mais bon, voilà. Rappelez-vous, être à l'aise avec l'incertitude, on saura probablement jamais comment c'est arrivé. Et c'est pas grave. D'accord? Mais c'est cohérent. On va dire, il y a une cohérence. L'histoire est belle. Comme on a dit, l'histoire est belle. Et donc en gros, bah, vu qu'il y avait ça, les auteurs ils ont jugé nécessaire de traiter d'abord l'irritabilité nerveuse, donc la mécanosensibilité, et en fait bah, des mobilisations humérales agressives ou des étirements forcés, bah, ça aurait pu irriter davantage le tissu nerveux et retarder la récupération et altérer le pronostic. Sous-entendu, en fait, vous voulez tirer sur votre capsule pour la remettre comme elle était avant, grosso modo, sauf qu'en tirant comme un bourrin sur la capsule, vous tirez sur les tissus nerveux parce que c'est des positions qui sollicitent le tissu nerveux, et en fait vu qu'il est mécanosensible, bah, vous le réirritez, ça déclenche de la douleur, vous tirez dessus, ça le réirrite, ça redéclenche de la douleur, et en gros le but c'est soulager cette mécanosensibilité, le nerf il se laisse plus s'étirer, et maintenant qu'il se laisse plus s'étirer, on peut aller chercher des nouvelles amplitudes pour aller plus loin. Des dysfonctions mécaniques locales, cervicales et thoraciques pouvaient également contribuer à l'irritation nerveuse, elles ont donc été prises en compte dans le traitement. Bon, dysfonction mécanique locale, cervicale et thoracique, là par exemple, vous voyez, ça c'est le genre de phrase, ça me perd parce que je comprends pas ce que ça veut dire. Je veux bien qu'il y ait une irritation au niveau cervical, mais même pareil, après on peut se raconter une autre histoire, hein. On peut se dire que la mécanosensibilité, elle est venue après la capsulite, et qu'en gros, quand vous avez l'inflammation au niveau de la capsule, ça vient irriter. L'inflammation elle touche la capsule, mais elle vient pas toucher que la capsule, hein. Ça, voilà, ça baigne un petit peu là-dedans, ça touche plein de tissus, et malheureusement, il y a des nerfs qui passent quand même, et ça peut venir inflammer votre tissu, et un tissu inflammé, ça peut provoquer de la mécanosensibilité sur un nerf. Et en plus, là, je parle d'inflammation, mais en vrai, donc vous avez votre inflammation, et ça va modifier un peu aussi peut-être donc il y a l'inflammation en elle-même, l'agression chimique du nerf, pourquoi pas, mais on peut avoir une agression mécanique derrière du nerf, parce qu'en gros, une fois que ça va fibroser, peut-être que tous les tissus autour du nerf, pareil, ça va changer l'environnement, et le nerf il va passer là où il passe d'habitude, ça sera peut-être un peu moins c'est peut-être un peu les zones où il passe, ça bougera peut-être un peu moins, et du coup ça rajoutera davantage de contraintes mécaniques, et du coup peut-être pouvant le sensibiliser. Ou peut-être que c'est inflammatoire, peut-être qu'il y a un peu l'environnement mécanique, peut-être qu'il y a l'association des deux. Voilà, donc après on se raconte l'histoire qu'on veut, hein. Les deux peuvent être cohérentes, mais comme je vous dis, on ne saura peut-être jamais, et il faut être à l'aise avec on saura jamais, ouais, c'est comme ça, on sait pas, on sait pas. De toute façon, on sait souvent pas, hein. Traitement, maintenant. Et là, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui sont moins intéressantes. Et bon, on va essayer de... Voilà, et peut-être qu'on va tromper... Moi, je vais trouver des trucs intéressants, et vous pouvez vous dire, ça, c'est pas intéressant, et peut-être inversement. Donc en gros, elle a été vue 15 fois sur une période de 12 semaines. Voilà, donc 12 semaines... c'est quand même... Voilà, la fréquence était, grosso modo, d'une fois par semaine, on va dire, hein. Donc voilà, avec un suivi à 6 mois. Focus sur la prise en charge de l'irritation nerveuse. Est-ce qu'il y avait besoin de se voir autant? Je sais pas. Je pense qu'au début, ça peut être intéressant pour justement screener tous les mouvements quand on veut diminuer En fait, il faut connaître votre patient. Si votre patient il a une mécanosensibilité, il faut que vous sachiez ce que votre patient il fait, sinon vous pouvez bloquer. Et vous n'aurez peut-être pas forcément toutes les trucs à la première séance. Il y a un bilan à faire, faut poser des questions et tout ça. Et il faut un peu connaître le patient. C'est pour ça que c'est vrai que moi au début j'aime bien une semaine à intervalle d'une semaine, et après rapidement on espace. Une fois qu'on connaît le patient, qu'on a identifié les choses, voilà. Parce que des fois en fait vous avez posé des questions, et vous aurez pas la réponse vous dira bon bah ça on s'en fiche, et un jour vous allez reposer la même question, et parce qu'il vous a dit un truc vous allez dire ah mais oui mais vous m'avez dit ça, mais là du coup quand la dernière fois je vous avais dit ça mais vous m'avez dit ça, mais finalement peut-être que il va dire ah oui bah effectivement j'avais pas fait le lien, et en fait vous apercevez que il est dans la journée il fait rien du tout, il a donc qui tire sur ses nerfs, mais en fait le patient avant de s'endormir il se fout comme ça, bon, et ça lui fume, mais c'est comme ça qu'il y a que comme ça qu'il peut s'endormir, voilà. C'est histoire pas tout à fait inventée, parce que j'ai un patient c'était comme, il s'endormait comme ça, et en fait c'était le seul moment qui lui redéclenchait les douleurs. En fait, vu que c'était le seul moyen où il pouvait s'endormir, mais en fait il se forçait à maintenir cette position-là pour s'endormir. Et il me disait que des fois il se réveillait dans la nuit par douleur, et il se réveillait toujours dans la même position, avec des engourdissements dans les mains. Enfin bon, c'est plus le sujet là.
Donc première séance, bon, des conseils d'éducation pour éviter les positions qui génèrent de la mise en tension nerveuse, très bien. Et il faut faire attention parce que pour vous, c'est logique, vous connaissez l'anatomie des nerfs, voilà, vous êtes des anatomistes professionnels, mais pour les patients, c'est pas forcément cohérent, hein. Les passages des nerfs et tout ça, et vu qu'on peut tirer par l'épaule, par le poignet, les patients ils peuvent vous dire ouais en fait je comprends rien à mes douleurs, des fois je fais ça, j'ai mal, des fois je fais carrément autre chose, j'ai mal, et ils n'arrivent pas à identifier. Bah, c'est moins clair que juste un muscle qui serait sensible par exemple, ou un tendon ou quoi, où on peut bien, ah oui là je fais ça, j'ai mal, là je fais ça, là c'est, voilà, ça peut être tellement variable que, et parfois il faut répéter plusieurs fois. Ah oui, vous vous rappelez, on avait dit de pas se mettre comme ça. Ah oui, j'ai changé ma position, du coup je me mets comme ça. Ah ouais, et en fait, juste changer une position qui tirait pareil. Comme celle-ci est similaire au mouvement, ouais, bon voilà, donc des postures où, bon, en fait voilà, on évite tout ce qui tire quoi, hein. Je ne vais pas vous lire tout ça non plus. Pour son programme à domicile, elle a reçu des automobilisations douces, très bien. Étirement thoracique, bon pourquoi pas. Pourquoi pas, après bon, mobiliser la région thoracique, ça peut être intéressant. Bon, deuxième et troisième séance, réduction de l'irritation nerveuse, donc glissement nerveux distaux ont été évités car ça reproduisait immédiatement les symptômes et l'irritabilité était élevée. Donc ça c'est intéressant, voilà. Moi je trouve ça super intéressant. L'éducation pour éviter les positions, voilà. Ça tire, c'est trop sensible. Bah pendant un temps on le fait pas. Votre nerf il est sensible, bah pendant un temps on va lui amener du confort. Et quand il sera plus confortable, et bah là on tirera un peu plus dessus. Le traitement dirigé vers les interfaces cervicales, effectivement, donc on mobilise au niveau du cou. Les glissements latéraux cervicaux, ça peut réduire la douleur, améliorer la mobilité de l'épaule. Bon après, c'est pas forcément dans le cadre de la capsulite, mais bon, pourquoi pas. Tandis que d'autres, enfin je crois pas que ce soit dans le cadre de la capsulite, tandis que d'autres auteurs ont observé une amélioration de 20 degrés de l'amplitude sur les tests de mise en tension après des glissements latéraux de la région cervicale moyenne basse. Donc en gros, on bouge un petit peu le cou, parce qu'au niveau du cou, ça peut être un petit peu irrité, pourquoi pas. Et après, c'est toujours pareil, hein. Est-ce que là, ça s'améliore parce que vous mobilisez le cou, et qu'il y avait quelque chose au niveau du cou, ou est-ce que juste vous mobilisez juste un peu le nerf, et que vous le immobilisez, et que vous le mobilisez dans une position confortable, voilà, à voir, hein, ça dit pas qu'il y a forcément quelque chose au niveau du cou, hein. Vu qu'on a un nerf qui est continu, qui est sensible, on le bouge sur une portion, bah, ça peut le soulager, voilà. Et c'est pas forcément parce que vous le soulagez là où il y a le problème. Donc les techniques qui ont été appliquées en direction contralatéral afin d'augmenter le diamètre du foramen intervertébral du côté atteint. Donc en gros, quand vous mobilisez, l'idée effectivement dans les glides, c'est d'ouvrir le foramen pour que le nerf il ait un peu plus de place. Alors, on va pas, il est déjà en souffrance, on va pas lui fermer les foramen dessus. Donc technique utilisée en phase précoce, car elle provoquait ni symptômes locaux ni distaux, contrairement aux mouvements cervicaux vers le côté atteint. Donc en fait voilà, en gros l'idée c'est vous trouvez un mouvement dans lequel vous voulez soulager votre nerf, peu importe le biais, le coup, peu importe, et on fait un mouvement qui est confortable. Et puis à force de faire le mouvement qui est confortable, bah, au bout d'un moment le nerf il sera moins sensible, et puis après on pourra faire d'autres choses. Le membre supérieur était toujours positionné de manière à éviter toute reproduction des symptômes, donc ça c'est cohérent, voilà, ça c'est ça. C'est par exemple, si admettons, vous avez un patient, on sort de la capsulite, vous avez un patient, il a une radiculopathie, douleur radiculaire, mécanosensibilité, il a tout le système nerveux en feu. Et vous vous dites, bah moi j'ai lu la littérature, et ils me disent justement de faire mes glides cervicaux, et vous avez vu une image avec un mec qui fait des glides cervicaux, et vous les faites dans le bon sens et tout ça, mais s'il a une mécanosensibilité de fou furieux, et que vous placez son bras comme ça, et que vous faites vos glides, bah peut-être c'est pas la bonne idée pour placer son bras, ok. Donc peut-être on peut mettre un petit coussin, il est allongé sur le dos, on peut peut-être lui mettre un petit coussin, comme ça on évite la mise en tension ici. Hop, coude plutôt fléchi. Admettons, la douleur elle est produite en. C'est pas le nerf ulnaire, c'est produit en coude tendu. Bah, peut-être on lui met le coude fléchi et on le met dans une position. Voilà. Et on le met dans une position où il n'y a pas de tension. Et là on fait les glides. D'accord. Donc voilà. C'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence par rapport au patient. Et donc, comme vous allez faire des glides, même si c'est très bien, mais que le patient vous le mettez dans la position qu'il fume, sera moins efficace, peut-être moins pertinent. Amélioration initiale, après la troisième séance, la patiente rapportait quasi disparition des fourmillements, brûlures et tiraillements distaux et un sommeil non perturbé par le bras. Donc plutôt positif, efficace, hein, ce qu'ils ont fait du coup. Après on pourrait toujours dire peut-être que c'est l'évolution naturelle, hein. Pour ça qu'il faut... Là c'est un case report, hein.
Je sais plus où j'ai mis la ref. Là. Donc on peut pas tirer grand chose. Mais bon, c'est intéressant. Mais on peut pas tirer grand chose. Mais ça reste intéressant. Tac, tac, tac. Donc les tests reproduisaient plus de douleur d'épaule, mais généralement encore des sensations. Ne reproduisaient plus la douleur d'épaule, mais généraient encore des sensations distales. Bon, c'est encore un petit peu sensible. Les tests provoquaient encore des sensations distales, mais les traitements centrés sur la colonne semblaient produire les gains souhaités. Il y a eu un traitement au niveau thoracique. Après, je vous laisse lire hein, si vous voulez mettre pause. Pour les gens sur le groupe WhatsApp, vous prendrez le temps de lire. De toute façon, je vous ai tout mis. Voilà. Moi, j'ai mis en rouge les grandes idées et pour avoir une trame pour moi me rappeler. Mais voilà, vous avez la trame principale hein, de toute manière. Et après, en gros, ils ont fait une transition vers la capsulite. Et ça paraît très intéressant. La patiente présentait moins d'irritation neurologique, plus de symptômes distaux et une amélioration de l'amplitude dans les positions où on tire sur les nerfs. Et donc après, on peut partir sur les étirements, du renforcement, de la mobilisation de la gléno-humérale. Et là, on rentre dans la gléno-humérale, on tire dessus comme... Non, je rigole. On y va tranquille, mais voilà, on fait les exercices classiques de la capsulite rétractile pour gagner de l'amplitude. Des mobilisations humérales en fin d'amplitude, ça, voilà, normalement... Ça, même en IFMK, on le voit. Hein. On fait des glissements de tête humérale dans les positions de fin d'amplitude. Après, vous pouvez faire d'autres choses. Hein. Un programme à domicile a été ajouté, exercice de mobilité de renforcement du membre supérieur avec bande élastique et petits haltères, donc nickel. Je rappelle que pour augmenter, pour un gain d'amplitude, on peut faire des étirements, c'est très bien, mais on peut aussi ajouter de la charge. Hein. Pourquoi pas, et le fait d'ajouter de la charge, ça peut avoir d'autres utilités, voilà, parce que ça peut montrer, voilà, même malgré votre douleur, vous pouvez porter des charges, voilà, vous allez générer, bon, c'est de l'exercice, hein, donc on génère aussi des facteurs neurotrophiques, donc pourquoi pas, si les nerfs ils sont un peu, ils étaient un peu en souffrance, bon, s'ils sont pas complètement rétablis, ça va les aider un petit peu, bon, ça va aider tout un tas de choses, et puis on peut gagner en amplitude en fonction de l'amplitude dans laquelle on va travailler, on peut faire des mouvements en grande amplitude, enfin en fin d'amplitude, parce que la fin d'amplitude chez une capsule, ça sera pas forcément une grande amplitude, mais en fin d'amplitude. La patiente devait éviter toute position reproduisant les symptômes de type nerveux, ce qui est cohérent, voilà, après quand ça va mieux, bon, à un moment donné, elle pourra reprendre sa vie tranquille, mais voilà. Après, phase de consolidation, ils ont refait plein de trucs, fin de la prise en charge, bon, c'était pas ça dont je voulais vous parler. Moi, je voulais vraiment vous parler de la partie sur la mécanosensibilité. Et je trouve ça plutôt intéressant, comment ils l'ont géré. Alors peut-être qu'on pourrait se dire, il y a beaucoup de séances en peu de temps. Bon, après, ils veulent faire une étude, donc peut-être qu'ils ont besoin aussi de la suivre régulièrement. Et peut-être qu'en vrai, ils ne l'auraient pas fait comme ça. Mais je trouve ça bien de prendre en compte justement cette mécanosensibilité, d'adapter les positions, l'éducation, parce que c'est pareil, hein, pendant les exercices que vous faites, vous dites au patient, ne tirez pas sur votre bras, on va pas tirer sur votre bras, on va y aller tranquille, et que chez lui, la personne se fume, voilà, ça va pas avancer. Hein. Donc, le patient, il est chez vous peut-être 30 minutes par semaine, on va dire, il passe chez lui les 24 autres heures des 7 autres jours de la semaine, chez lui, d'accord? Donc sa vie, elle est en dehors de votre cabinet, hein. Ça, faut le savoir. Tac, tac, tac. On en est là. Et du coup, on a bientôt fini. Mais on n'a pas fini. Donc, en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que si les premières séances, elles avaient été uniquement ciblées sur la mobilité d'épaule, peut-être que les tissus nerveux, ils n'auraient pas été prêts à se prendre autant de contraintes et ça aurait peut-être continué d'irriter, de sensibiliser, d'aggraver l'état du tissu neural tout en augmentant du coup la protection peut-être musculaire. Et donc si les structures nerveuses sont irritées, elles deviennent plus sensibles aux mouvements et aux étirements. Donc voilà, et la patiente a pu développer un mécanisme de protection musculaire, voilà, ça, muscle guarding, c'est une notion qu'on retrouve dans la capsulite. Donc voilà, on reste dans la cohérence. Les positions standards n'étaient pas atteignables à cause des restrictions articulaires, mais des modifications simples ont pu être réalisées. Donc en fait, on évite de juste apporter voilà, on peut, dans un nerf médian, on les tire en abduction, rotation externe max. On fait pas abduction, rotation externe max. Voilà, on adapte un petit peu et puis après, on peut augmenter la tension via le poignet. Là, je voulais vous mettre une photo, mais j'ai oublié de la mettre. En gros, mais enfin voilà, vous imaginez le bras qui est plutôt comme ça, plutôt que bien comme ça. Voilà. Lien entre capsulite et système nerveux. Ainsi, chez tous les patients présentant une capsulite rétractile, il convient de dépister une origine cervicale ou neurologique. C'est pertinent dans le sens où est-ce que déjà c'est une capsulite ou pas, et est-ce que ma capsulite elle est associée à autre chose ou pas. Pertinent.
Rôle du test neurodynamique et du choc électrique. Bon, après, là, c'est pareil, hein, c'est l'histoire qu'on se raconte. L'irritation nerveuse de ce cadran provient d'un traumatisme mécanique. Mais ce cas illustre un autre mécanisme potentiel, le choc électrique. Bon. Et encore, l'irritation nerveuse dans ce cadran provient d'un traumatisme mécanique. Ouais, qu'est-ce qu'on entend par traumatisme? Faut quand même qu'il y ait un... Si je sais pas, de l'arthrose cervicale, je sais pas si on peut appeler ça un traumatisme mécanique. Enfin bon, par exemple. Exemple, chez le rat, et oui, et ça c'est intéressant parce qu'en gros, ça peut expliquer dans l'histoire, c'est qu'un courant électrique peut provoquer une électroporation excessive et des effets thermiques, entraînant des lésions nerveuses ou tissulaires. Et en fait, par exemple, chez le rat, on a remarqué qu'il y avait des adhérences du tissu nerveux au tissu environnant après un choc électrique. Ce qui peut mettre une pièce, voilà, du côté, le choc électrique a créé la mécanosensibilité par modification de certains tissus autour. Pourquoi pas? Après, on se raconte l'histoire qu'on veut. Limite du cas, bah même si les résultats sont positifs, on ne peut pas établir un lien causal direct entre l'irritation nerveuse, les limitations cervicales, la capsulite rétractile. Bon, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Bon, moi, ils ont été honnêtes. Et franchement, pour lire des fois des cas, on en a déjà vu hein, dans la vidéo, par exemple, sur les cas où on disait qu'il fallait regarder les drapeaux rouges chez les patients sportifs, quand même. Il y avait un, je sais pas si vous vous rappelez, c'est un syndrome de la, pour ceux qui ont regardé, un syndrome de la queue de cheval qui a été confondu avec une lésion des ischio-jambiers. Enfin, franchement, c'était. Ouais, je veux pas être... Moi, je suis pas chercheur, j'écris pas d'études. Donc, je suis youtubeur. Donc, quand je parle ici, je suis youtubeur. Donc, je vais pas donner des leçons aux chercheurs. Mais franchement, c'était mauvais. Franchement, moi, j'aurais pas fait comme ça. Voilà. Après, c'est peut-être moi, j'aurais eu tort, hein, mais moi, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais une lésion des ischio-jambiers sans traumatisme, enfin, d'apparition insidieuse, enfin, moi, j'aurais pas fait comme ça. Mais là, pour le coup, c'est assez intéressant hein, quand même ce qu'ils ont mis en place. C'est vraiment pas mal. La patiente aurait peut-être obtenu des résultats similaires avec des interventions ciblant directement l'articulation gléno-humérale. Très bien de le dire, effectivement, on ne sait pas. L'amélioration pourrait aussi être liée à des facteurs externes, médication, temps, adaptation naturelle, et ça, c'est bien de le dire aussi. C'est pas parce que vous faites un traitement et que le patient va mieux que c'est votre traitement qui a été efficace. On a déjà parlé plein de fois sur la chaîne YouTube, pas mis là les références de vidéos, mais quand même, d'accord? Pensez à ça. Donc ils sont honnêtes, ils se sont dit, ça se trouve on aurait fait un truc normal, ça aurait marché, ça se trouve on n'aurait rien fait, ça aurait marché. Donc c'est honnête, donc franchement sympa à lire, plutôt sympa. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était sympa. Mais on n'a pas fini, hein. Là on va continuer. On va regarder maintenant donc ce lien, effectivement. Est-ce qu'on a des liens dans la littérature entre cette sensibilité, cette mécanosensibilité du tissu neural dans le bras avec la capsulite rétractile? Ça, c'est la grosse question. C'est la grosse question. Donc dans cette étude, ils ont posé une hypothèse. La contracture et la fibrose de la capsule, la synovite prolongée ou l'inflammation ainsi que le raccourcissement du ligament coraco-huméral dans la capsulite rétractile peuvent affecter la sensibilité des tissus nerveux environnants. Donc là, effectivement, on a les modifications mécaniques dont on a parlé tout à l'heure et les modifications chimiques dont on a parlé tout à l'heure. L'augmentation de la sensibilité nerveuse pourrait être l'un des facteurs additionnels contribuant à altérer la mobilité articulaire, secondairement à la pathologie capsulaire, ce qui nécessite d'être étudié de manière approfondie. Donc en fait, eux, ils sont partis du principe un peu inverse du cas de tout à l'heure. Bon, il y avait un choc électrique tout à l'heure qui peut changer la donne, mais en gros, voilà, comme on peut prendre le problème dans les deux sens. Est-ce qu'il y a une mécanosensibilité qui entraîne une limitation, qui entraîne une capsulite, ou est-ce qu'on a une capsulite qui entraîne des modifications inflammatoires et mécaniques, qui entraînent une mécanosensibilité? Critères de positivité d'un test, alors deux conditions obligatoires, réponse sensorielle anormale, avec des paresthésies, brûlures, fourmillements, et une limitation d'amplitude selon des seuils validés. Et là, en fait, on se dit, ouais, elle est où la différenciation structurelle qui, en général, fait partie des critères pour dépister la mécanosensibilité? Et là, il n'y en a pas. Et voilà. Ils n'ont pas fait la différenciation structurelle. Donc c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Je suis pas sûr que juste remplacer par ça, ce soit bon. Après, on a quand même cette... parce qu'en général, il faut que ça reproduise les symptômes du patient, qui peuvent être de la douleur ou pourquoi pas des sensations bizarres, et la différenciation structurelle. Là, on n'a pas la différenciation structurelle, donc à prendre avec des pincettes. À prendre avec des pincettes, c'est un peu embêtant. Donc là, du coup, on a, dans cette étude-là, 37% des gens qui ont une vraie mécanosensibilité nerveuse, avec des symptômes qui sont reproduits et une mobilité réduite, tandis que 67% ont seulement une limitation mécanique du test due à une sensibilité neurale.
Je sais pas comment ils font pour être sûr que ce soit la sensibilité neurale qui limite. Parce qu'en gros, eux, ils partent du principe que l'allongement ou la mise en tension des nerfs du bras, avec une tête humérale qui migre vers le bas et l'avant lors de l'abduction et la rotation externe, ça va étirer ou allonger les nerfs du bras quand il passe à proximité de l'articulation gléno-humérale. Et en fait, dans ce cas-là, le patient il tente souvent d'éviter cet étirement des nerfs irrités en contractant ses muscles de protection et en évitant les mouvements provocateurs de l'épaule. Donc, ok, pourquoi pas. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui les fait dire que la limitation mécanique, elle est uniquement due à une sensibilité neurale. Donc pour moi, quand ils disent limitation mécanique, ok, due à une mécanosensibilité neurale, bah je suis pas trop d'accord parce qu'en fait, en gros, il y a juste une limitation sur un test qui est censé provoquer une douleur au niveau du tissu nerveux. C'est compliqué de dire que sans la différenciation structurelle, c'est difficile de dire quand même que c'est le tissu neural pour moi. Donc le 67%, voilà, je suis pas trop sûr. Ici, pourquoi pas? Allez, il y a la reproduction de symptômes plus la mobilité réduite. C'est des symptômes quand même de type nerveux. Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas, je leur accorde. Mais on aurait bien aimé la différenciation structurelle. Et en plus, il y a d'autres limites, c'est qu'ils ont gardé les patients diabétiques, donc ça peut influencer sur la sensibilité nerveuse, d'accord. Donc c'est dans un sens comme dans un autre, parce qu'en fait ça va dépendre de la population diabétique, et en fait, plus les atteintes nerveuses sont importantes, plus en fait ça peut augmenter la sensibilité nerveuse, ou la diminuer le diabète. Donc en fait, en fonction des gens que vous mettez, en fonction de depuis combien de temps ils ont du diabète, ça peut influer dans un sens ou dans un autre. Donc ensuite, pas de différenciation structurelle, donc ça, c'est pénible, parce qu'en fait, on peut faire des faux positifs. Pas d'évaluation de la colonne cervicale, donc ils n'ont pas contrôlé, donc en fait, on sait juste pas si les gens qui ont des tests positifs, bah, s'ils n'ont pas juste un problème cervical, et c'est purement transversal, donc il y a plein de limites. C'est étudié, mais là, je trouve que c'est pas super bien étudié. Voilà. C'est pas au top top. Mais après, comme je dis, moi je suis youtubeur, hein, donc mais je me permets d'avoir un petit jugement. Mais je suis youtubeur, donc je n'écris pas d'études, je ne fais pas d'études. Je lis juste et j'interprète comme je peux. Ensuite, ça c'est une autre étude. Et donc là, alors là, ils ont restreint un petit peu les gens. Donc il y a des trucs pas mal et il y a des trucs où c'est moins bien. Donc symptômes depuis plus de 4 mois, donc après la phase de freezing, donc en fait on est plutôt dans la phase gelée, on va dire. Il fallait qu'il y ait une perte de 50% ou plus de rotation externe, bras au corps par rapport au côté sein, et de 25% dans au moins 2 des 3 plans, abduction, rotation externe, rotation interne. Pas de douleur cervicale, comme ça on exclut, bon, juste la douleur cervicale, c'est peut-être pas suffisant pour dire que ça n'est pas cervical, mais bon, ils ont exclu. Extension passive du coude complète et indolore, bras au corps, des deux côtés. Ensuite, les tests UNT, ils sont positifs s'il y a 2 critères. Reproduction de la douleur familière de la capsule lors de l'extension du coude. Changement de la douleur avec différenciation structurelle par flexion latérale cervicale. Une inclinaison cervicale vers le côté sain doit augmenter la douleur. Et une inclinaison cervicale vers le côté atteint doit diminuer la douleur. Ce qui est cohérent, inclinaison du côté sain, on augmente la tension du côté atteint, et inversement. Et là, bon, je l'ai mis après. Donc on regarde le là pour un peu plus tard. Tous les patients avec capsule, donc on va voir les résultats. Tous les patients avec capsule de plus de 4 mois présentent une restriction d'extension du coude à l'ULNT, une reproduction de leur douleur d'épaule familière et une modification de cette douleur avec différenciation cervicale. Et du coup, eux, ils interprètent ça comme, en gros, tous les patients, ils ont de la mécanosensibilité. Donc on se retrouve dans une étude, je sais plus combien ils sont 35, je crois. Après, l'échantillon est peut-être particulier. Peut-être que cette catégorie de personnes a 100% de mécanosensibilité, peut-être. Ou peut-être que par hasard statistique, ils sont tombés sur une population qui avait tous de la mécanosensibilité. Mais en fait, il y a peut-être un truc qui vous pose problème là. On réfléchit, voilà. Parce que là, du coup, interpréter ça voilà, 100% des patients ont de la mécanosensibilité. Mais après, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, c'est possible. Mais il y a un truc qui me pose problème. Je sais pas si vous, ça vous le fait. Peut-être ça le fait qu'à moi. Mais en gros, est-ce que les tests, ils sont réalisés de manière la plus pertinente? Dans le sens où vous avez un patient. Je rappelle, on avait dit, on se rappelle. Putain, je sais plus où c'est. Non, c'était encore avant. Non, c'était après.
Voilà. Rappelez le patient, hein, il y a de fortes chances qu'il ait de la douleur peut-être un peu partout, notamment au niveau du cou. Et en général, donc on a une étude qui fait pas de différenciation structurelle, c'est dommage. Et il y a une étude qui fait de la différenciation structurelle, c'est bien. Mais en général, la différenciation structurelle, on l'a fait de l'autre côté de là où il y a la douleur, d'accord? Donc une douleur proximale, on va plutôt voir si on arrive à influer dessus avec un biais distal. Là, ils le font avec la flexion cervicale. Et donc, en fait, la personne, elle a mal partout, peut-être, voilà, muscle guarding, donc ça veut dire, est-ce que, voilà, les muscles autour, ils sont pas un peu contractés parce que aussi la personne, elle se protège, elle a peur d'avoir mal, tout ça, c'est logique, elle vient de passer sa phase de gel, et voilà, donc là où elle avait mal, très mal, elle dormait mal la nuit, voilà, on comprend que la personne a envie de protéger son épaule. Le problème, c'est quand vous déclenchez la douleur d'épaule, vous êtes ici, vous déclenchez la douleur d'épaule et que vous mobilisez juste la tête, en fait on est vachement proche au niveau ici. Donc est-ce que c'est pas, on change juste pas la tension dans des muscles au niveau du cou. Vous vous rappelez tout à l'heure la patiente, on a vu quand on tirait d'un côté ou de l'autre, bah, voilà, ça tirait sur son trapèze. Est-ce que la personne elle est capable par un biais aussi proche qui est de bouger la tête, de différencier quelque chose? On peut comprendre que la personne elle a des muscles qui soient tendus un petit peu partout et que ça relâche et ça retende et qu'en fait ce soit pas forcément que ce soit pas forcément voilà, la bonne manière, enfin que ce soit juste plus ou moins sensible, mais que ce soit pas dépendant de la tension sur le tissu nerveux. Il aurait peut-être fallu redéclencher la douleur et donc on stoppe avec le coude et une fois qu'on est dans la position avec le coude, est-ce que quand je la tête toujours dans la même position et que ce que quand je viens de mettre en extension du poignet, ça change la douleur à ce niveau-là. Là, on est beaucoup trop proche. Et même chez vous, hein, si vous avez des patients qui ont des douleurs cervicales ou épaules, quand vous faites votre ENT, voilà, hop, dès qu'il y a la douleur qui apparaît, variez par le distal quand la douleur elle est proximale. Donc en fait là, est-ce qu'on se retrouve pas juste avec full faux positifs? Je dis pas qu'ils sont tous full faux positifs, mais est-ce qu'on se retrouve pas juste avec un nombre de faux positifs? Voilà, ils ont trouvé 100%. Donc, donc voilà, ça peut être... Il y a des études qui étudient, mais c'est pas tip top. En tout cas pour moi, c'est pas tip top. Moi je suis plutôt là avec ça. Je me dis, oui, les patients avec des... Enfin avec ça, mais même vous l'avez testé au cabinet, je pense que vous le savez. Mais c'est juste après on essaye de faire les choses bien. Mais en gros, en lisant un petit peu ce que nous dit la littérature, mais je pense que vous l'avez déjà vu, hein, que vous avez des patients qui ont des capsulites, effectivement, ils peuvent avoir des UNT positifs, et que même en variant la position de la main, ça peut reproduire peut-être des fourmis ou des choses comme ça. Oui, bah c'est cohérent, on l'a vu avec les modifications chimiques et mécaniques de l'environnement des nerfs, c'est cohérent. Mais juste, faut faire les études, peut-être être un peu plus rigoureux. Comme j'ai dit, je suis youtubeur, donc je veux pas moi je fais pas d'études, donc voilà. Mais je me permets de douter, voilà, de la manière dont étaient réalisés les tests. Et donc du coup, en fait, c'est bien de faire une différenciation structurelle, mais si vous faites une différenciation structurelle du mauvais côté, autant c'est comme si vous la faisiez pas, j'exagère, mais voilà, c'est pas cohérent. Dites-moi ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve pas ça cohérent. Ensuite, pas de test-retest de l'UNT, donc ils ont pas répété, mais après ça c'est plutôt bien parce qu'en fait ils ont juste pas voulu fumer les patients parce que plus vous mettez quand même dans une position où le tissu nerveux il prend cher. Donc si vous réessayez 30 fois, déjà d'un vous allez aggraver votre patient et une fois que vous l'aurez bourriné 10 fois, oui votre test il va être positif à un moment donné. Et puis à force de. Faut voir comment c'est demandé. Et là, ça fait mal? Non. Et là, ça fait mal. Si vous lui demandez au bout de 10 fois le patient, oui, et maintenant ça fait mal, là il va vous dire oui. Ouais, il va vous dire oui. C'est comme quand vous faites un test de mécanosensibilité et vous dites au patient, ça fait mal là, ça fait mal? Ouais, bah peut-être qu'il va vous dire oui. Alors, c'est comment dans votre bras, c'est comment dans votre épaule? Voilà, là déjà on diminue les biais quoi. Étude uniquement sur un seul test, pas d'exploration lunaire ou radiale, ok, échantillon modèle, ouais voilà, ils sont 35, purement transversal, donc on sait pas on n'en sait rien sur l'évolution du temps, ni sur l'effet d'un traitement de mobilisation neurale, mais on peut avoir une réponse, mais c'est un case report, donc voilà. En gros, on voit que ça s'étudie, il y a des gens qui y pensent, mais c'est pas encore bien carré. Avant de passer à la suite, cette diapo-là, alors vous la connaissez parce que je l'ai déjà eu. Alors, vous les connaissez si vous êtes là depuis longtemps sur la chaîne. Il y a juste une chose que j'ai changé.
que j'ai changé. Donc en gros, la douleur radiculaire, c'est quand on a tout un tas de trucs, genre courant électrique, ça brûle dans le bras ou là où passe le nerf. Donc en gros, voilà, donc ça s'appelle douleur radiculaire quand on a de la douleur avec c'est lancinant, il y a des chocs électriques, ça brûle. Et ensuite, en gros, comment on peut identifier ça? On va se retrouver, pour faire très simple, alors on a plein de trucs pour la douleur, entre guillemets, neuropathique. On va prendre le DN4, même s'il y a des limites, parce que en général, c'est celui qu'on utilise. Donc, on va se retrouver au niveau clinique, nous, avec un DN4 positif, avec ces personnes-là. Donc, en fait, on a un gain de fonction. Donc, le nerf ne fonctionne pas moins bien. Ici, il fonctionne trop. La radiculopathie, là, ça va être une lésion de la racine, pour faire très simple. On va avoir une perte de fonction qui va se manifester par une perte de fonction sensitive et ou motrice et des réflexes. Et en gros, on va avoir de la perte de fonction avec ou sans douleur. D'accord? La radiculopathie ne renseigne pas sur la douleur. Donc le DN4 peut tout à fait être négatif et peut tout à fait être positif. Voilà, c'est juste qu'il y a de la perte de fonction associée. Dans la douleur neuropathique, vu que c'est une lésion et que ça entraîne de la douleur, bah en fait on va avoir les deux. Donc au niveau clinique, on aura l'association des deux. On aura un DN4 positif avec de la perte de fonction. C'est-à-dire combinaison des deux, ça va donner de la perte, ça va donner de la douleur neuropathique. Et ensuite, quand on a un test de mécanosensibilité positif, on a quand on a de la mécanosensibilité, on va avoir un test de mécanosensibilité positif. Et en fait, alors en fait là, vous avez deux solutions pour la même chose. Vous avez soit une douleur nociceptive, donc en gros, quand vous tirez, soit parce qu'en fait elle va être déclenchée par la gaine de votre nerf, donc vous avez vos axones, autour il y a du tissu conjonctif, ce tissu conjonctif il est innervé par des fibres nociceptives, et si vous tirez sur votre nerf, vous stimulez ces fibres nociceptives, et donc du coup c'est de la douleur nociceptive, de la gaine du nerf. Et ce que j'ai rajouté en fait, c'est que ça peut aussi être de la douleur neuropathique avec un test de mécanosensibilité, dans le sens où en fait, soit c'est la gaine qui est sensible, soit en fait ça peut carrément être les axones en eux-mêmes qui vont être inflammés. Mais si les axones ils sont inflammés, c'est qu'il y a une lésion du système, et donc du coup en fait on a de la mécanosensibilité, mais qui est de la douleur neuropathique, finalement. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais ça c'est des choses qu'il faut connaître, parce qu'en fait chaque ligne, ouais, bon, pas tout à fait. Mais en gros, tout ça peut engendrer des traitements qui vont être différents. D'accord? Voilà. En termes de, est-ce qu'on va faire plutôt, on peut faire peut-être de l'exercice, on peut faire peut-être de la neurodynamique, peut-être qu'on peut voir les médicaments. Voilà, il y a plein de choses, et donc en fait, ça va dépendre, et donc il faut être capable un petit peu de classer un petit peu tout ça, mais voilà, vous voyez qu'il y a quand même des limites, parce que la douleur neuropathique, comme je l'ai mise là, donc ça c'est la définition, et en gros on se retrouve avec ça, mais on voit que la douleur, ici on a de la douleur neuropathique, parce qu'on a une lésion du système, mais en fait, s'ils sont juste sensibilisés les axones, peut-être qu'on peut avoir de la douleur neuropathique sans perte de fonction. Et donc du coup voilà, et du coup on se retrouvera ici avec de la douleur neuropathique avec de la perte, et on pourrait se retrouver avec de la douleur neuropathique sans perte. Donc c'est pas facile. Mais j'espère que cette diapo, elle vous aide un petit peu, quoique peut-être en rajoutant ça, j'ai peut-être un peu compliqué les choses. Donc voilà, on va passer à la suite. Et là, on va voir capsulite et rachis cervical. Alors il reste beaucoup de diapos, mais vous allez voir, on va les passer vite, parce que j'ai déjà abordé une étude dans une précédente vidéo, et donc on va juste la passer de manière rapide. Là, on va faire un petit rappel sur l'innervation de l'épaule, parce que ça me semble important. Et en fait, quand on regarde... alors on va regarder la capsule, alors bien évidemment, dans une capsulite, bon, il n'y a pas que la capsule qui va être touchée. Mais nous, on va regarder la capsule, et quand on regarde la capsule, en gros, on va avoir une innervation qui va se faire par le nerf axillaire, suprascapulaire, le nerf subscapulaire et le nerf pectoral, latéral. Donc on a ces nerfs qui innervent la capsule, alors à différents endroits, il y a la capsule antérieure, la capsule postérieure, et elle peut être supérieure, inférieure à chaque fois. Donc, on a ces quatre nerfs ici. Une chose qu'il faut savoir, c'est que les quatre nerfs, ils ont une racine en commun. En fait, ils en ont deux, notamment la 6. Mais en fait, voilà, il y a la racine numéro 5. Et ça, c'est important. C'est une racine qui est importante dans l'innervation de l'épaule. Mais ça, normalement,
Pareil, vous le savez. Donc ça, c'était des petits rappels neurologiques. Et en fait, on va voir, on va regarder, et c'est cette étude-là dont j'ai déjà parlé, et on va regarder en gros le lien entre capsulite et sténose, parce que récemment, il y a une étude qui s'est intéressée à ça. Donc bon, on enchaîne, capsulite et sténose. Alors, cette étude-là, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo-là, donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir, là je vais la passer de manière un petit peu plus rapide. En gros, le contexte, c'est que voilà, dans la pratique courante, on est confronté à des patients qui ont des symptômes concomitants au cou et à l'épaule. Et en gros, bah, il faut être capable de distinguer quand le patient il vient, est-ce qu'il a un problème d'épaule, est-ce qu'il a un problème cervical, ou est-ce qu'il a potentiellement les deux, c'est possible aussi. Donc, on sait qu'on peut avoir les deux en même temps, après il faut voir comment c'est bilanté et tout ça, mais voilà, par exemple, ici on nous dit qu'il y a 29% des patients suspectés de radiculopathie lors d'un EMG qui présentent également un trouble musculo-squelettique de l'épaule. Donc là, ils font la distinction entre les deux. Et 24% des patients diagnostiqués avec un syndrome de conflit montraient des signes électrophysiologiques de radiculopathie cervicale. Voilà, donc, alors, on peut se dire qu'on peut avoir une radiculopathie avec des douleurs d'épaule, ça c'est pas un souci. Bon après si on a un conflit avec des signes électrophysiologiques, c'est peut-être quand même qu'il se passe quelque chose au niveau nerveux. Hein. Donc allez voir cette vidéo, il y a plusieurs thèmes qui sont traités, s'il n'y en a qu'un seul qui vous plaît, en fait c'est le deuxième thème il me semble. Il y a 3 thèmes en tout, il faut aller voir le deuxième. Donc, bon, la radiculopathie, je ne vais pas vous faire un cours dessus, mais en gros, alors, ça se manifeste par une douleur aiguë à l'épaule. C'est pour ça qu'on a mis la diapo tout à l'heure. Radiculopathie, il n'y a pas forcément de douleur, hein, mais bon, on va passer là-dessus. Et une diminution de la mobilité de l'épaule, et ça peut imiter les symptômes de capsulite adhésive, de capsulite rétractile. On a les cliniciens qui sont souvent confrontés à la difficulté de distinguer une radiculopathie cervicale d'une épaule gelée. Alors après, normalement, quand on fait une évaluation de la fonction neurologique, vous vous rappelez les body charts. Quand on regarde les body charts, voilà, là vous avez de la douleur un petit peu partout, et on a vu que quand il y a de la douleur chronique, ça, voilà, on peut avoir des atteintes sensitives, ou pourquoi pas des choses au bilan neuro comme la patiente juste avant, mais en gros, si on regarde au niveau sensitif, ça sera pas dermatomique ou sur un territoire nerveux, ça va être un petit peu éparpillé un peu partout. Donc on va revenir ici. Voilà, donc normalement, si vous avez une atteinte radiculaire, bon bah vous aurez, comme on a dit, dermatomyotome, c'est pas super précis, mais on aura quelque chose de plutôt cohérent, on va dire, sur le plan anatomique. Et donc il y a plein de questions qui restent sans réponse. Est-ce que la radiculopathie cervicale et l'épaule gelée peuvent coexister chez un même patient? Existe-t-il une corrélation entre les deux? Et si oui, l'une peut-elle déclencher l'autre? Y a-t-il une racine nerveuse spécifique intrinsèquement liée à l'épaule gelée? Comme on a vu par exemple, la racine C5, elle innerve des structures au niveau de l'épaule, notamment au niveau de la capsule. Est-ce que quand elle est touchée, ça peut déclencher des capsulites? Et lorsque ces deux pathologies sont présentes, comment un clinicien devrait-il aborder le diagnostic différentiel et laquelle devrait être traitée en premier? En fait, on a une étude qui essaye de répondre à ces questions. C'est intéressant, mais c'est vraiment un début, vraiment, c'est un tout début de réponse. Donc c'est une étude rétrospective, monocentrique, sur des patients traités pour capsule rétractile entre janvier 2012 et décembre 2019. Donc c'est quand même une belle période. 438 patients diagnostiqués avec une capsule rétractile. Ils ont inclus, donc fallait qu'il y ait un diagnostic clinique de capsule rétractile, échographie montrant un épaississement fibreux et une IRM de la colonne cervicale. Donc déjà dans l'inclusion, on a des gens qui ont une capsule rétractile mais qui ont passé une IRM de la colonne cervicale. Donc déjà, dans l'inclusion déjà, on se dit, on a sélectionné peut-être des patients particuliers. Les critères d'exclusion, c'est les capsules rétractiles bilatérales, la présence d'autres pathologies de l'épaule, cliniquement ou à l'échographie, et des antécédents de chirurgie de l'épaule ou de la colonne cervicale, ça a été exclu. Et ils ont retrouvé une association statistiquement significative entre le côté de la capsule rétractile et une sténose foraminale homolatérale au niveau C4-C5 touchant le nerf C5. Donc je vous rappelle, hein, le nerf C5, c'est celui qui touche, enfin qui est présent dans plusieurs nerfs qui innervent des structures, notamment la capsule au niveau de l'épaule. Globalement, les chances de présenter une sténose foraminale du côté de la capsule rétractile étaient 2 fois plus élevées que celles de présenter une sténose foraminale du côté témoin, bien que cette différence n'ait pas atteint la significativité statistique.
Une sténose foraminale homolatérale à la capsule rétractile a été identifiée dans 57,3% des cas, une sténose bilatérale dans 29,1%, aucune sténose foraminale dans 11,5% et une sténose C5 contralatérale à la capsule rétractile dans 2% des cas évalués. Donc ce qu'on peut dire avec ça, c'est que il y a une association entre le nerf C5 qui est touché et la capsulite, mais on ne sait pas s'il y a un lien de causalité, on n'a pas non plus de lien de temporalité, est-ce que c'est l'un qui cause l'autre ou l'inverse. On a un risque 2 fois plus élevé d'avoir une capsulite du côté de la sténose, et ça c'est quand on prend tout le rachis, mais ça n'a pas atteint le seuil de significativité statistique, donc on peut se dire que peut-être ça manque de puissance, malgré les 438 patients diagnostiqués, en fait, je l'ai pas mis, mais je crois qu'ils étaient que 48 dans l'étude, donc c'est peu. Voilà, donc c'est comme on dit depuis le début de cette vidéo, là, on essaie d'évoquer des choses, on n'est pas du tout dans l'affirmation forte d'un lien direct, objectivable, et avec un lien de causalité fort entre l'un et l'autre, hein. Donc on a une association significative entre la sténose foraminale au niveau de C5 et de la capsule rétractile avec des implications cliniques susceptibles d'influencer profondément les stratégies de diagnostic et de traitement. Effectivement, on ne va pas traiter pareil juste une capsulite ou une capsulite avec un problème de radiculopathie. Et aucune corrélation significative n'a été trouvée au niveau C3, C4, C5, C6 et C6, C7. Après, quand on regarde ici, on voit qu'on retrouve plus souvent en fait une sténose foraminale du côté de l'épaule gelée, hein, de la capsulite rétractile. Parmi les patients étudiés, 38, donc ça faisait 78% présentaient des douleurs cervicales du même côté que la capsulite rétractile, 44% ressentaient une douleur irradiant distalement vers l'épaule, 12 montraient une atrophie des muscles deltoïdes et ou de la coiffe des rotateurs ipsilatéraux à la capsulite. Après ces informations-là, je sais pas trop ce qu'on peut en faire. Parce que voilà, après on a vu quand même avec les images au début hein, qu'un patient juste avec une capsule rétractile pouvait avoir des douleurs qui montent au niveau cervical, qui descendent distalement vers l'épaule même jusqu'à la main. Voilà, la douleur peut avoir des effets sur le recrutement musculaire. Compliqué d'interpréter ça. Et il y avait même des signes de dénervation au niveau des études de conduction nerveuse. Donc on peut avoir des atteintes, mais après voilà, toujours là compliqué. Bon, mais là c'est des patients quand même assez particuliers. On est chez des patients qui ont une capsulite et qui ont une sténose foraminale. 23 patients ont bénéficié d'une intervention ciblant une racine nerveuse, C5 dans 44% des cas, C6 dans 4% des cas. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est les deux racines qu'on retrouve le plus, qui innervent le plus, voilà, qu'on retrouve en commun dans l'innervation de l'épaule. Tous les patients traités par chirurgie ont rapporté une amélioration significative des symptômes d'épaule et de la région cervicale lors du suivi. Donc là, voilà, on est sur vraiment une population particulière. Et de toute manière, bon, c'est rétrospectif, tout ça, bon, on ne peut pas conclure grand-chose, mais c'est intéressant, voilà, il y a des liens, il y a des scientifiques qui s'interrogent dessus, c'est une première étude, et après on pourra faire des choses, voilà, on pourra faire des choses prospectives, on pourra suivre les personnes du début de leur capsule ou même avant jusqu'à après, en voyant ce qui se passe au niveau cervical et au niveau de l'épaule, donc tout ça, ça peut, ça ouvre des portes pour plus tard. Et pareil, donc là, il nous parle d'une patiente de 55 ans, 3 mois de douleur sévère à l'épaule gauche et une diminution de la mobilité, diagnostic de capsulite rétractile en phase de gel. Malgré une réponse modérée à la kinésithérapie et à l'hydrodistension guidée par échographie, elle présentait une douleur persistante avec une réduction de la rotation externe de l'épaule, de l'abduction et une atrophie visible du deltoïde. Alors la phase de gel, c'est... la phase de gel, en fait, c'est peut-être pas non plus la phase où la kinésithérapie est la plus efficace. Donc, comme je disais, en phase de gel, donc c'est pas encore gelé, bah, c'est peut-être pas là où on est le plus efficace. Et donc, en termes de douleur, bah, c'est peut-être normal que la personne ait des douleurs et qu'on n'arrive pas à faire grand-chose. Parce que voilà, en général, c'est pas là où la kiné, on est au top du top. Mais donc en fait cette patiente elle avait une sténose significative, du foramen C4, C5, une dissectomie cervicale antérieure plus tard avec une fusion et en gros on a des résultats favorables avec un soulagement significatif des douleurs de l'épaule rapportées rapidement après l'intervention. Là vous voyez encore une fois dans quoi on est encore dans un cas illustratif
Et jusqu'à présent, on a vu des cas illustratifs, quasiment, voilà, on en a vu deux. Euh, on a vu des études sur la mécanosensibilité avec des... Bon, il y avait des limites quand même assez importantes. Donc voilà, on n'est pas au top du top. Donc ça, on l'a vu. Et en fait, ce qu'ils nous disent ici, donc ce qu'on a vu, nous, c'est ça, hein, le niveau C5 qui est important pour l'épaule, et la radiculopathie C5 qui pourrait être un facteur de risque de capsulite rétractile secondaire neurogène. Bon, après là, on rentre dans de l'histoire parce qu'on n'en sait rien du tout. L'innervation principale de la ceinture scapulaire provient des racines nerveuses C5, en particulier l'intervalle des rotateurs est innervé par des branches des nerfs axillaires, suprascapulaires et pectorales latérales, qui ont comme racine commune C5 justement. Et les auteurs, ils nous proposent deux hypothèses, et là on est toujours sur des hypothèses. Radiculopathie C5, donc on va avoir une douleur à l'épaule, ça peut entraîner une immobilisation prolongée de l'épaule, un facteur bien connu de risque de développement d'une capsulite rétractile. Une fois les symptômes cervicaux atténués, les symptômes de la capsulite rétractile peuvent persister après la disparition des douleurs radiculaires. De toute façon, une fois que la capsulite elle est lancée, on ne revient pas comme ça en arrière. La radiculopathie C5 peut provoquer une dénervation des muscles entourant la ceinture scapulaire, une perte de mouvement et par la suite une capsulite rétractile. Donc là, ils sont plutôt dans le sens, c'est la radiculopathie qui va ensuite nous déclencher une capsulite. Mais comme on a vu, hein, vu le design de l'étude, on peut pas. Nous, voilà, c'est des hypothèses. Hein. Voilà, c'est des hypothèses. Voilà, chacun raconte sa petite histoire. Ça a l'air d'être cohérent sur le plan biologique et tout ça. Il va falloir des choses concrètes pour voir ce qu'il en est en réalité. Une étude sur les capsules rétractiles survenant après une dissectomie cervicale antérieure a montré que cette affection est fréquente après une dissectomie au niveau C4-C5. Les auteurs ont également supposé que la dénervation ou l'immobilité de l'épaule après la chirurgie pouvait en être la cause. Et c'est intéressant parce qu'on fera le point sur cette étude-là juste après. Je l'avais sélectionné pour cette vidéo. Et une autre hypothèse, c'est une cascade neuro-inflammatoire qui pourrait se produire dans laquelle la compression proximale des nerfs sensitifs entraîne une libération de neuropeptides sensitifs dans les régions innervées, favorisant la vasodilatation et l'inflammation et prédisposant ainsi au processus de capsulite rétractile. La radiculopathie C5 pourrait donc entraîner une libération de médiateurs inflammatoires dans l'intervalle des rotateurs. Et il est intéressant de noter que la capsulite rétractile est plus fréquente du côté gauche alors que notre population de patients était majoritairement touchée du côté droit. Une pathophysiologie neuro-inflammatoire pourrait expliquer cette prédominance à droite. Donc en gros, qu'est-ce qu'on comprend de ça? En fait, la capsulite rétractile, a priori, elle est plus fréquente à gauche. Dans la population ici, elle est plus, c'est plus touché à droite. Et en gros, il se base sur des études qui montrent que l'hémisphère gauche du cerveau contrôle plus le système immunitaire du côté droit. Alors c'est pas autant par exemple que dans le contrôle moteur, mais a priori voilà, le côté gauche contrôle un peu plus l'inflammation du côté droit et inversement, et que du coup ils expliqueraient cette différence entre les deux populations, donc la population générale et la population dans leur cohorte, par cette justement ce contrôle opposé des hémisphères sur le système immunitaire. Bon après là on reste quand même dans des hypothèses, mais c'est intéressant de noter ça, voilà, parce que des fois c'est connu pour la motricité, mais c'est pas forcément connu pour le système immunitaire, voilà. Donc bon, c'est intéressant de le noter, mais comme on a vu, c'est des hypothèses et on peut pas conclure de grand chose. Autre hypothèse, ça pourrait être la relation entre radiculopathie cervicale et capsulite rétractile, qui elle n'est pas causale, mais c'est plutôt une coïncidence, et effectivement, on ne peut pas écarter cette hypothèse-là en lisant cette étude, en raison des facteurs démographiques ou de style de vie commun prédisposant les individus aux deux conditions. Certaines professions ou activités voilà, qui vont augmenter le risque de tension cervicale et de surutilisation de l'épaule, entraînant une corrélation non causale entre les deux affections. Ou alors, par exemple, on a des... Enfin voilà, ça peut être lié au mode de vie, n'importe quoi. Est-ce qu'une personne qui a un diabète, bon bah on sait qu'elle est peut-être plus, elle est plus prédisposée à la capsule rétractile. Le diabète dans la cervicalgie, je sais, enfin dans les radiculopathies cervicales, je sais pas si là c'est un facteur de risque, mais voilà, ça pourrait être d'autres choses du mode de vie, ou même la profession, voilà, et qu'en fait en gros les deux conditions elles se retrouvent là, mais parce que c'est contrôlé par un autre facteur et qu'en fait le lien causal n'existe pas. Voilà, c'est peut-être contrôlé par un autre facteur. C'est comme, c'est quoi l'exemple en gros quand on dit oui, les jours où il y a plus de ventes de glace, les gens sont plus attaqués par des requins. Donc manger des glaces, ça augmente les attaques de requins. Non, en fait, c'est que quand on mange des glaces, c'est qu'il fait chaud. Quand il fait chaud, on se baigne. Et en fait, le lien commun, c'est plutôt le soleil.
Donc voilà, et une autre possibilité, c'est qu'une troisième condition sous-jacente, comme un trouble inflammatoire ou endocrinien systémique, bah, c'est pour ça que j'ai cité le diabète, pourrait contribuer indépendamment à la dégénérescence de la colonne cervicale et à la pathologie de l'articulation de l'épaule. Donc voilà, et là, bah, là, il le cite, hein, le diabète ou les troubles thyroïdiens sont connus pour être associés à des modifications dégénératives du système musculo-squelettique et à des pathologies articulaires, y compris la capsulite rétractile. En fait, on aurait une troisième condition qui est c'est elle qui contrôlerait tout en fait. Euh, Alors après, purée, il reste encore beaucoup de choses à dire, on va passer assez vite. Approche diagnostique, comment un chirurgien de la colonne vertébrale devrait-il aborder le diagnostic différentiel entre radiculopathie et une capsulite? Le diagnostic différentiel, il est extrêmement difficile sur la seule base clinique, et encore, en fait ça va dépendre de où on en est dans les choses, parce qu'après, si on peut tester de manière correcte la force, les réflexes et la sensibilité, et qu'on retrouve un schéma concordant de radiculopathie, voilà, ça peut le faire. Mais au début d'une phase de capsulite rétractile, normalement on ne doit pas avoir de troubles encore de la fonction sensitive et tout ça. Donc normalement au début on peut le faire. Les deux cliniquement vont se manifester pareil, mais si on évalue la fonction neurologique, ce sera différent. Euh, et, euh, et on va avoir, et après voilà, peut-être qu'il y aura une composante neuropathique de la douleur ici, peut-être qu'ici au début il n'y en aura pas, de quelle phase on parle, voilà. Donc effectivement on peut ensuite faire intervenir spécialiste de l'épaule, de la colonne vertébrale, un bilan d'imagerie des deux compartiments, des EMG ou des blocs diagnostiques des racines nerveuses cervicales ou de l'articulation de l'épaule. En vrai, un patient qui vient au cabinet, la capsulite rétractile, le diagnostic, il n'est pas forcément compliqué. La radiculopathie, elle n'est pas forcément compliquée. On peut avoir des tableaux mixtes, mais on peut normalement, au cabinet, essayer de s'en sortir. C'est pas forcément facile, mais on peut essayer de s'en sortir. Et après, c'est difficile, où on en est dans la capsulite, et où on en est dans la radiculopathie. Si par exemple là, on est dans la phase où l'épaule elle est gelée, donc on peut là, on les voit en kiné, mais qu'il y a voilà, et que ça, mais peut-être qu'il y avait aussi une existence d'une radiculopathie. Bon, ça traîne depuis un moment. Voilà, peut-être que l'évaluation de la fonction neurologique, ça va un peu partir dans tous les sens, notamment sur la fonction sensitive, pourquoi pas. Peut-être que la fonction motrice, ça sera compliqué. On pourra se baser sur les réflexes, mais les réflexes tout seuls, c'est pas non plus incroyable. Et donc là, quand on a un tableau qui traîne un petit peu et qu'il y a plein de choses qui se présentent en même temps, là, ça peut être compliqué. Implication clinique, attendre une résolution spontanée de la capsule rétractile n'est pas conseillé dans ces cas. Bon, de toute façon, en général, on, euh, il y a un traitement avec la kiné, hein. Les progressions naturelles de la radiculopathie et de la capsule rétractile diffèrent considérablement malgré des symptômes initiaux similaires. La radiculopathie est souvent une affection aiguë caractérisée par des épisodes intermittents d'aggravation et d'amélioration. En revanche, la capsule rétractile est un problème chronique débutant par des douleurs et évoluant vers une raideur prolongée et une limitation de la mobilité de l'épaule. Par conséquent, si les douleurs au cou et ou à l'épaule persistent après un traitement conservateur initial, il est essentiel pour les cliniciens de reconsidérer le diagnostic. Et ça, en fait, c'est peut-être la phrase la plus importante, c'est que peut-être au début vous allez partir sur une piste avec les informations que vous avez, mais à terme, si votre piste elle ne fonctionne pas, et ben on change, d'accord? Et c'est là qu'il faut être capable de remettre en question ce qu'on pensait au début, d'accord? Et on a le droit de se tromper, de faire évoluer le diagnostic. Juste, on fait pas, enfin voilà. Après, il faut être dans la mesure, c'est-à-dire que voilà, si la personne elle a une capsule rétractile, vous suspectez, voilà, on va pas se dire, on sait que l'évolution va être longue, donc on va pas se dire au bout d'une semaine il n'y a pas d'évolution, c'est pas une capsule. Enfin, voilà, après faut que ce soit cohérent avec le mécanisme qu'on a en face de nous. Mais par exemple, je sais pas, quelque chose qui peut évoluer favorablement, vous avez un patient avec une douleur d'épaule, donc douleur sous-acromiale. Et vous vous dites à votre bilan, ah ouais, mais en fait, il a une faiblesse de la coiffe des rotateurs. Vous mettez en place un traitement, vous le revoyez 2 jours après, ça va pas mieux, on change pas de piste. Parce que 2 jours, hein, pour faire du renfort de la coiffe, c'est un peu court. Ou alors, vous le revoyez 2 semaines après et il vous dit ouais, bah, ça va pas mieux, on change de piste. Ah, ça va pas mieux, avez-vous fait les exercices? Non. Bon, on va peut-être commencer par là. Oui, j'ai fait les exercices, d'accord. Combien de fois? Je les ai fait une fois depuis en 2 semaines. Ah, d'accord. Ou alors je les ai fait tous les jours. Ah, vous avez fait tous les jours, d'accord. Et dites-moi combien. J'ai fait une répétition tous les jours. Ah, bon, bah c'est peut-être pas suffisant. Voilà. Faut qu'il y ait une cohérence avec ce que le patient il vous raconte, et voilà.
Et là, on arrive aux limitations, donc des patients qui ont une capsule rétractile, qui ont passé une IRM de la colonne cervicale, et donc là, on a quand même un biais de sélection, parce que c'est pas tous les patients avec une capsule qui passent une IRM. Et donc du coup, on peut se retrouver dans un biais de sélection qui va surestimer cette corrélation. La nature rétrospective, donc là, qui est une limitation importante, vous l'avez compris, on ne savait pas combien de patients auraient pu présenter une radiculopathie non diagnostiquée ou résolue au moment de leur consultation en clinique orthopédique pour une capsulite rétractile. C'est pour ça qu'il faudrait les suivre avant et continuer bien après. Seuls 48 patients ont été inclus dans notre étude. Les 35 autres patients présentant des symptômes de capsulite rétractile et de cervicalgie auraient-ils pu avoir une radiculopathie C5? Dans ce cas, nous avons sous-estimé l'impact d'une étiologie radiculaire. Par exemple, la question de savoir si la radiculopathie cervicale précède le développement de la capsule rétractile, ou vice-versa, reste partiellement explorée. Voilà, nous on voit qu'ils sont partis vraiment sur la radiculopathie qui cause la capsulite, mais en fait on peut se retrouver dans le cas inverse, est-ce que c'est pas la capsulite qui vient déclencher une radiculopathie? On sait par exemple que quand on a une inflammation d'un nerf périphérique, on va avoir une inflammation du ganglion de la racine dorsale correspondant et qui peut même ensuite donner de la neuroinflammation sur différents étages, voire de l'autre côté. Donc en fait, les deux sont possibles. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on revient, si vous vous rappelez en introduction, là ça fait 3 heures que la vidéo elle a eu lieu, elle a commencé, donc forcément c'est possible que vous ne vous en rappeliez plus, mais en gros, vous avez parlé d'une personne sur Instagram qui disait, ou sur les réseaux, je sais plus où, qui disait que voilà, la capsule rétractile était un problème cervical. En fait, on voit qu'il y a des gens qui se penchent sur le sujet, mais c'est toujours pareil, on voit la différence entre un mec sur les réseaux sociaux qui vous dit que c'est causé par ça, il faut traiter le coup, c'est absolument pas ce qu'il faut faire, et c'est absolument pas ce qu'on dit dans cette vidéo. Nous, voilà, on explore un truc, on regarde ce que les chercheurs font, et c'est très intéressant. On n'a pas de réponse, et bah pour le moment on n'a pas de réponse. C'est pas grave, toujours pareil, règle numéro 1, être à l'aise avec l'incertitude, et pour le moment on sait pas, et vaut mieux. En fait, là la bonne, c'est on sait pas, et c'est pas un problème de pas savoir, quand on n'a pas les connaissances qui sont à disposition. Mais après voilà, c'est vous, mais, on sait pas, et parfois c'est inconfortable de pas savoir, mais il faut pas prendre la première hypothèse complètement saugrenue. Voilà, vaut mieux dire je sais pas que prendre la première explication pourrie et partir et faire nos traitements, nos réflexions par rapport à ça. Ça n'a aucun sens de faire ça. C'est comme si de tête, je vous demande un calcul hyper compliqué, 17 732 multiplié par 1,78 divisé par pi. Et donc vous pouvez me dire je sais pas, et si un mec qui passe à côté vous dit ça fait 2, et vous me dites ah bah ouais, bah ça fait 2. Donc vous préférez que ça fasse 2 un calcul comme ça plutôt que dire je sais pas, ça n'a aucun sens. Vous ne diriez pas ça, donc là on applique le même raisonnement à notre capsulite rétractile avec euh, notre origine potentiellement cervicale, mais qui peut être en fait une conséquence qui n'est peut-être pas l'origine. Je sais pas si c'est clair, de toute façon ça fait 3 heures de vidéo, là je commence à être grillé. La petite taille de l'échantillon représente une autre limitation de cette étude. Effectivement, bon, il n'y avait pas grand monde, ça peut sous-estimer l'impact d'autres radiculopathies, en particulier en tenant compte des variations anatomiques du plexus brachial, et c'est pour ça qu'on disait peut-être aussi donc il y a un petit manque de puissance dans cette étude, et si on répète avec plus de monde, bah, peut-être qu'on aura des données plus précises. Et nous surmonterons ces limitations dans de futures études prospectives. Et ça, du coup, on les attend. Et ça peut être très très intéressant. Ça va confirmer le lien, mais peut-être ça va l'infirmer totalement. Voilà. En tout cas, on aura possiblement de meilleures réponses. Et ça, c'est cool. Et donc, conclusion, ils ont identifié une association entre la sténose foraminale C5 et la capsulite rétractile chez un sous-groupe de patients traités par hydrodistension glénomérale et ayant bénéficié d'une IRM cervicale pour des symptômes cervicaux. Donc déjà en plus il y a une hydrodistension, donc pareil, hein, ça, pas tous les patients avec une capsulite qui ont une hydrodistension, donc ça, on rajoute encore de la sélection, voilà, et donc on ne peut pas extrapoler tous les résultats, hein. Les résultats à tout le monde, je veux dire. Et ils émettent l'hypothèse qu'une cervicobréchalgie C5 constitue un facteur de risque de capsulite rétractile neurogène secondaire. Et donc du coup, eux, ils partent plutôt sur cette hypothèse-là. Comme on a dit, hypothèse qui se tient, mais c'est juste, c'est cohérent. On a des données biologiques qui peuvent expliquer ça. Super, maintenant il ne manque plus qu'à confirmer ou à infirmer cette hypothèse. Et là on arrive à la fin avec cette étude-là. Et donc c'est la première grande cohorte, il y a quasiment 10 000 patients qui étudient donc ce lien entre capsulite rétractile et une opération au niveau du rachis cervical. Et en gros, le risque de capsulite tendinite d'épaule augmente de 66% après une chirurgie
cervicale, avec un hazard ratio de 1,66. La prévalence totale, elle est faible, 1,85%, mais vu le nombre de chirurgies cervicales annuelles, bah, en fait, ça concerne un grand nombre de personnes. Voilà. Si vous avez 1,85% de 100 personnes, bon, ça va pas concerner grand monde, mais 1,85% de, je dis n'importe quoi, 1 milliard, bon, mais il n'y a pas 1 milliard d'opérations, ça va concerner un peu plus de monde, il faudra peut-être se pencher sur le sujet. Donc, première étude à explorer dans une large cohorte populationnelle la prévalence et le risque de développer une capsulite tendinite de l'épaule après une chirurgie pour hernie discale cervicale. Et donc là, normalement, vous vous dites, oui, mais pourquoi dans une vidéo sur les capsulites, tu nous parles de capsulite tendinite? En fait, c'est toujours la même chose avec toutes les études qu'on a vues là, c'est un peu limité parce qu'en fait, si vous allez voir, j'ai dit 57 fois en fait, si vous allez voir l'étude sur la capsulite rétractile, le titre mentionne la capsulite rétractile, mais en réalité, c'est une étude rétrospective où ils ont pris les données d'une assurance maladie, je crois que c'est à Taïwan, et donc en fait, ils utilisent les codes des ordonnances, et en fait on a un paquet de pathologies qui correspondent à certains codes, et en fait, en gros, on a un peu de tout dans le paquet, quoi. On a les capsulites, les tendinites, les choses comme ça, donc on peut pas dire vraiment que ça parle que de capsulites, hein. Voilà, donc on a encore une fois une nouvelle limitation. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on avance tranquillement. Les hypothèses, donc immobilisation relative et la diminution des mouvements du cou et de l'épaule après la chirurgie peuvent augmenter le risque de capsulite. De plus, la douleur post-opératoire pourrait aggraver cette situation. Ça peut expliquer. Toujours pareil, on est sur des hypothèses, hein. Hypothèse numéro 2. Certains patients peuvent développer une paralysie ou une faiblesse du membre supérieur après décompression cervicale pour justement une hernie discale cervicale. Pardon. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Et donc les patients atteints de paralysie C5 présentent une faiblesse marquée des muscles innervés par la racine C5. On a vu que c'était une racine importante dans l'innervation de l'épaule. Et bien que la plupart récupèrent progressivement, la faiblesse temporaire de la ceinture scapulaire et la dysfonction peuvent exposer ces patients à un risque élevé de capsulite tendinite post-opératoire. Donc là, ils nous disent capsulite, là, voilà, on nous remet le paquet global. Et hypothèse 3, une chirurgie de décompression cervicale réussie peut entraîner un soulagement important de la douleur, permettant aux patients d'augmenter l'usage fonctionnel du membre supérieur dans les activités quotidiennes. Et ça pourrait contribuer à un risque de surutilisation et de lésion de l'épaule. Peut-être là, plus tendinite, peut-être une variation assez rapide de la sollicitation d'un muscle. Voilà. Et donc, il nous conseille une évaluation préopératoire afin de voir comment est la mobilité et le statut fonctionnel de l'épaule et pour aider à identifier les patients qui présentent une capsulite tendinite concomitante. Les patients opérés devraient recevoir des instructions concernant un programme adéquat de mobilisation des épaules qui pourrait être fait par un kiné par exemple. Un programme de renforcement de la ceinture scapulaire doit être mis en avant pour les patients qui présentent une radiculopathie C5, C6 ou une faiblesse musculaire de l'épaule. Un contrôle agressif de la douleur post-opératoire est fondamental. Un contrôle insuffisant de la douleur peut favoriser l'immobilisation et entraîner une perte de fonction. Une détection précoce et une prise en charge agressive de la capsulite tendinite sont associées à de meilleurs résultats et préviennent la perte fonctionnelle. Et une radiculopathie prolongée peut induire faiblesse et dysfonction de la ceinture scapulaire, favorisant ainsi l'apparition d'une capsulite. Pour les patients présentant une radiculopathie sévère, avant la chirurgie ou un syndrome de paralysie C5 après la chirurgie, une rééducation préventive peut être nécessaire pour minimiser l'inactivité et l'immobilisation de l'épaule. Pour ceux qui se demandent ce qui peut se passer, alors il y a plein d'hypothèses, hein. Il peut y avoir une lésion directe, mais on peut avoir aussi tout ce qui est problème de reperfusion. Et en fait, quand le sang revient dans une zone où il y en avait moins, et ben, ça peut faire des lésions de reperfusion. C'est ce qu'on peut retrouver notamment dans les myélopathies cervicales, par exemple. Et là, on arrive aux limites. Donc, comme on l'a vu, comme je vous l'ai dit, la capsule tendinite peut avoir été mal codée ou non codée dans la base de données. Certaines douleurs d'épaule peuvent également mimer une douleur radiculaire et passer inaperçue avant la chirurgie. Le statut neurologique et le niveau précis de la hernie chez les patients opérés ne pouvaient pas être déterminés. En théorie, une radiculopathie sévère touchant C5, C6 pourrait augmenter le risque de futurs problèmes d'épaule. On a vu que c'était deux racines qui étaient importantes dans l'innervation des tissus musculaires et non musculaires, hein, même conjonctifs de l'épaule. Certaines variables confondantes n'étaient pas connues: profession, antécédents de traumatisme, antécédents familiaux, activité physique, tabac, obésité, toutes susceptibles de modifier les résultats. Les auteurs n'ont pas analysé les différences entre les types de chirurgie cervicale alors que les complications varient selon le geste effectué, et les causes de l'hernie cervicale ne pouvaient pas être identifiées. Donc du coup, on se retrouve avec plein de limites. Donc là, on a vu, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, pour les 2-3 personnes qui restent, vous pouvez vous applaudir. Respect.
Donc on a vu quoi comme étude? On en a vu, un cas clinique, ensuite on a vu les 2 sur, la mécanosensibilité et après on a parlé, de la sténo on a vu 5 études en gros, je me rappelle plus très bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On a fait un petit rappel sur la capsule rétractile, bon, bah, des choses très simples que vous saviez sûrement déjà. On a vu, les liens avec la mécanosensibilité, on a vu les liens avec la radiculopathie, on a vu que ces liens à l'heure actuelle, c'est faible, d'accord? Notamment pour savoir est-ce que la capsulite cause la radiculopathie, est-ce que la radiculopathie cause la capsulite, ou est-ce que ni l'un ni l'autre ne cause l'autre et qu'il y a un autre facteur qui cause les deux. On a vu qu'on pouvait avoir de la mécanosensibilité, en tout cas, c'est pas déconnant de le penser, mais que les études menées sur le sujet, c'est pas encore super ouf. Donc, bah, on attend la suite. Voilà, là, on est 2025. Bah, on verra dans quelques années si on a certaines réponses à certaines de nos questions. Et on se dit, bah, donc, on va stopper ici et je vous dis à la prochaine. Salut.